Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça va de votre côté. On se retrouve en direct sur Twitch pour la pause midi, pour un sujet aujourd'hui, l'embaumement en Europe. Voilà, parler de corps, de la mort, pour la pause déj, je me suis dit que c'était pas mal. Et pour ça, on reçoit un spécialiste, Nicolas Delestre, donc qui est spécialiste de l'histoire de l'embaumement et des techniques de préservation de la dépouille humaine. Il est diplômé d'histoire de la médecine de la faculté Paris-Bichat, mais c'est pas tout, puisqu'il a quand même pas mal de casquettes. Il est auteur, il a écrit plusieurs ouvrages sur ce domaine, comme Pratique de la thanatopraxie, qui est sorti en 2021, qui est le manuel de référence dans le milieu. Il dirige aussi une maison d'édition, Affit Édition. Il a aussi un pied dans l'enseignement de la thanatopraxie, puisqu'il dirige plusieurs centres de formation dans le milieu, comme l'Affit, justement, l'assistance et formation internationale thanatopraxie, thanatoplastie. Et en plus de tout ça, il est également un très gros collectionneur de tout ce qui touche à la préservation du corps humain à travers le temps, mais aussi de l'anthropologie criminelle. Il dirige le comité scientifique de l'exposition Momie, corps préservé, corps éternel, qui est visitable jusqu'au mois de juillet 2023 au musée d'histoire naturelle de Toulouse. Bref, Nicolas, c'est pas un type qui s'ennuie. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Juste une toute petite précision, je dirige pas le comité scientifique de l'exposition de Toulouse, c'est Patrice Georges, j'en fais partie. Désolé. Pas de souci. Non, je voudrais surtout pas avec Céline Rapp, puisque du coup Céline Rapp qui est à la tête du comité scientifique. Il est midi au moment où on enregistre cette émission. Bon, elle sera ensuite écoutable en podcast, sur YouTube, un peu partout. Mais midi, est-ce que c'est une bonne heure pour parler des corps ? Oui, il y a pas de raison. Pourquoi il y a pas à se poser de questions à ce niveau-là. Parler du corps mort, c'est pas forcément provoquer l'arrivée de la mort. Il faut en parler de toute façon. Donc, comme je l'ai dit en introduction, je sais que tu as beaucoup de casquettes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est comment est-ce qu'ils en sont arrivés là ? Comment est-ce que toi, t'en es arrivé, brièvement, parce que je sais que t'as un grand parcours, comment est-ce que t'en es arrivé à travailler finalement dans la thanatopraxie ? C'est un peu un hasard, parce que à la base, moi, je suis informaticien de formation. Et puis, j'ai fait la formation en thanatopraxie à la faculté de médecine de Lyon. Et j'ai été recruté par un grand thanatopracteur qui s'appelait Michel Guinantel, pour enseigner tout d'abord dans son école. Et puis, petit à petit, Michel est tombé malade et m'a demandé de reprendre ses centres de formation. Pratique de la thanatopraxie, à la base, c'était lui. Il avait fait avec Michel Durigon, le médecin légiste, les volumes 1 et 2. Et puis, naturellement, j'ai repris pour la 3e édition, puis bientôt la 4e édition. Donc la thanatopraxie, c'est un petit peu un hasard, mais c'est un hasard comme la vie, on réserve pas mal, puisque j'ai rencontré ma compagne en faisant les études de thanatopraxie, parce qu'elle est thanatopracteur. Voilà, tout s'est un petit peu enchaîné sans vraiment le vouloir. J'ai écrit mes premiers ouvrages à ce moment-là, tout s'est enchaîné. Donc vraiment, t'étais pas du tout là-dedans à la base, et c'est une rencontre, c'est le hasard de la vie, quoi. Alors en fait, c'est la thanatopraxie, de toute façon, on y vient un petit peu par hasard, et le test se fait lors de la rencontre avec le premier corps. Si on supporte, on reste. Si on supporte pas, on fait autre chose. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Et moi, j'ai supporté. Donc, du coup, même au-delà de supporter, j'ai aimé ça. Donc, du coup, c'est encore plus particulier. Alors, du coup, ça tombe bien parce que t'as aussi un petit background histo. Alors justement, ce background histo, il vient en complément, il vient avant cette découverte de la thanatopraxie, je vais y arriver. Il vient avant, ça me vient de mon père, qui était policier et qui était fanatique d'histoire, qui nous a éduqués là-dedans depuis qu'on était tout petit. Et en fait, c'est venu d'un manque. Je faisais des recherches sur l'histoire de la mort depuis longtemps et je trouvais rien. Il y avait quasiment rien. Il y avait beaucoup de choses, évidemment. On parle des guerres Morin, de Philippe Ariès, etc., Daniel Alexandre Bidon. Il y avait beaucoup de choses sur l'histoire en elle-même de la mort, mais sur le traitement de la dépouille humaine, il n'y avait rien du tout. Et quand j'ai commencé à faire mes premières recherches, il y a beaucoup de gens qui étaient très contents de même m'offrir leurs archives. Et donc j'ai commencé à accumuler, à masser beaucoup de matériel. C'est une période où ça intéressait personne. Du coup, on pouvait collectionner pour des sommes dérisoires, ce qui aujourd'hui vaut des sommes non dérisoires. Et du coup, ça m'a permis de rassembler énormément de documents. Et à un moment donné, je me suis dit, ça peut être intéressant de les publier. Il y a un éditeur qui était intéressé, c'était mon tout premier éditeur, c'était les éditions du Murmure. Et il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de publier, c'était mon support de cours, donc de publier mon support de cours. Et puis c'est parti comme ça. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique très globale qui est celle de l'embaumement en Europe.
parce que effectivement, il y en a. Enfin, chaque continent a ses spécificités aussi. J'ai l'impression. Effectivement, l'embaumement, c'est quelque chose de mondial. On retrouve des traces d'embaumement à peu près de partout. Et l'Europe, c'est assez spécial, de même que l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, etc. Au final, tout est spécial. Mais l'Europe, c'est intéressant aussi. C'est très intéressant. C'est beaucoup moins traité, mais c'est très intéressant. Alors pourquoi c'est beaucoup moins traité d'ailleurs? Alors parce que en fait, on conserve peu de momies européennes réellement, sauf quelques momies naturelles. En fait, il y a une spécificité on a perdu les techniques au Moyen Âge, par exemple, d'embaumement, ce qui fait que on a très peu de momies du Moyen Âge restantes. On en a une ou deux à Strasbourg, etc. Mais de momification réelle et de techniques purement françaises, on n'en a pas beaucoup. Par contre, l'histoire de l'embaumement en Europe se base essentiellement en Italie. L'Italie a apporté énormément de choses, en Hollande aussi. Ces pays ont apporté énormément de choses, et ensuite ça a essaimé sur la France. Mais c'est vrai que l'Europe, pendant très longtemps, a été à la traîne. Euh, Par rapport aux autres pays, hein, même si on a aujourd'hui des recherches archéologiques montrent que les premières traces d'embaumement volontaire seraient portugaises. C'est extrêmement récent, hein. Donc on attend de voir la réalité de la chose. Mais c'est vrai qu'on a pensé très longtemps que l'Europe était à la traîne. Alors, quand on parle d'embaumement, effectivement, donc tu as lâché le mot momie, mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi la notion d'embaumement, et est-ce que le résultat c'est toujours une momie ou est-ce que ça peut être autre chose? Alors embaumement, c'est très lié au terme. Alors le terme embaumement apparaît. Alors aujourd'hui, on est d'accord à peu près pour dire qu'il apparaît au XIIe siècle. En fait, il provient de l'utilisation de baumes et de substances balsamiques. Donc effectivement, l'embaumement, c'est l'ensemble des techniques qui visent à la préservation de la dépouille humaine. Donc c'est forcément quelque chose de volontaire et c'est distancié de la momification. La momification, c'est une préservation définitive de la dépouille humaine. L'embaumement n'est pas forcément à vocation définitive. Du coup, en fait, on a cette utilisation de substances balsamiques qui fait la différence. Les substances balsamiques ne sont pas utilisées en Égypte, donc on parle pas vraiment d'embaumement en Égypte, on parle plus de momification, alors qu'en Europe, on va plus parler d'embaumement. C'est quoi le mélange balsamique? Les substances balsamiques, c'est simplement des substances qui proviennent du vin et d'alcool et qui permettent la conservation des corps. D'accord. Et quand tu dis que c'est pas définitif, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ça peut être juste pour rendre présentable un corps? Alors aujourd'hui, on fait pas ça que pour rendre présentable un corps, on fait aussi ça pour une notion d'asepsie. Et en fait, on n'utilise plus de substances balsamiques, même si on utilise de l'alcool dans les fluides. Effectivement, aujourd'hui, c'est pour la présentation, c'est pour aider au deuil. À l'époque, non, ce n'était pas forcément. Quand on parle à l'époque, ça dépend des époques, mais ce n'était pas forcément pour aider au deuil. C'était aussi pour prouver le décès de la personne. C'était aussi pour faire peur à l'ennemi. Il y avait énormément de sujets qui menaient à l'embaumement. Mais aujourd'hui, effectivement, c'est une notion temporaire qui a une durée de 7 jours maximum définie par la loi. Donc, on est quand même très loin de l'embaumement 19e siècle ou avant. On en est très très loin et on est encore plus loin des momies égyptiennes. Et justement, alors parce que donc tu disais on fait la distinction quand même, mais entre les momies, il y a des momies réalisées par des humains et des momies dites naturelles. Est-ce que ces deux-là, on peut les caser quand même dans la catégorie embaumement ou pas du tout? Ou embaumement, ça suppose quand même un processus volontaire? Ah oui, non, l'embaumement en fait est artificiel. Il y a forcément intervention de l'homme. Donc effectivement, les momies naturelles, c'est le plus gros corpus qu'on ait aujourd'hui, mais par contre, il n'y a pas d'intervention de l'homme, donc on ne les compte pas dans l'embaumement. C'est de la momification naturelle. Et alors les embaumements les plus anciens, parce que avant d'arriver sur l'Europe, j'aimerais quand même un peu cerner. On a des pistes quand même ou? Bien sûr. Alors on a la chance aujourd'hui, tant que la position portugaise n'est pas affirmée, aujourd'hui les momies les plus anciennes sont les momies Chinchorro. On est dans le désert d'Atacama, entre le Pérou et le Chili, et en fait c'est une population de chasseurs-cueilleurs. On est entre 7000 avant Jésus-Christ et 1500 avant Jésus-Christ, et là on a les premières momies existantes. On a les momies encore aujourd'hui, hein. Elles ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2021 et ce sont les plus anciennes momifications au monde. Donc aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud qui présente ses premières momifications. Et par rapport à celles égyptiennes, par exemple, qu'on a tout le temps en tête? Alors, pas grand-chose à voir, puisque du coup, la momification Chinchorro est une momification de principe où on retire la peau, on va la tanner, on va retirer les téguments, donc les chairs, on va solidifier le squelette avec des branchages, on va modeler
avec de la glaise ou de la terre simple, donc un volume de corps, et remettre la peau. Et ensuite, ces momies ainsi façonnées, qu'on appelle momies rouges, momies noires, vont, suivant ce qu'on utilise, du manganèse ou autre, vont être positionnées à l'intérieur des maisons debout. Donc ça a pas grand-chose à voir en termes de réalisation avec les momies égyptiennes. Oui, c'est vraiment, en fait, il te retire tout ce qu'il y a dedans et, et il remplace, quoi. Ok. Ça peut, alors moi je pose des questions naïves, hein, mais du coup ça peut se rapprocher d'une pratique de la taxidermie ou pas? La taxidermie humaine, ce qu'on appelle l'anthropotaxidermie, a existé en Europe au XXe siècle et au XIXe siècle, notamment sur les principes du suisse Matthias Mayer. On a des exemples en France de taxidermie humaine, très bien réalisés d'ailleurs, hein. Mais la taxidermie humaine ailleurs a été peu utilisée, parce que c'est quand même complexe de réaliser une taxidermie, plus complexe que de réaliser un embaumement. Donc du coup, oui, on peut rapprocher ça vaguement, en tout cas pour les chinchorros, d'une taxidermie, puisqu'il y a conservation du squelette et conservation de la peau. Donc oui, techniquement parlant, on est proche de la taxidermie pour les chinchorros, oui. Au niveau de l'embaumement en Europe, donc tu disais qu'on peut avoir des pistes auprès du Portugal, mais c'est pas encore vérifié. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? Alors parce que c'est une histoire très particulière en fait. Au Portugal, il y a eu une fouille au milieu du XXe siècle qui a été effectuée et qui a été filmée. Or, lors de cette fouille, on a trouvé des squelettes avec apparemment des traces d'embaumement volontaire, de préservation artificielle. Or, les squelettes en eux-mêmes ont disparu. Tout ce qui reste, c'est ce film qui a été retrouvé dans une université au Portugal et donc qui a été analysé et qui tendrait à prouver justement la présence de ces traces de momification. Donc, aujourd'hui, on est là-dessus. Alors, malheureusement, comme je disais, les squelettes ont disparu. Donc, les traces premières ne sont plus là. Mais le film est très précis. Donc on attend l'analyse définitive du film. Il y a quelques articles qui sont sortis sur le sujet dans la presse spécialisée, mais comme toujours dans ces cas-là, faut avoir un petit peu de recul et attendre un peu encore. Et alors là on se situe à quelle époque à peu près? On se situerait à quelle époque? On se situerait 2000 ans avant les chinchorros, donc 9000 ans avant Jésus-Christ. Ah oui, donc il y aurait même une antériorité. Il y aurait une antériorité sur les chinchorros. Ah oui, donc ce serait quand même une grosse découverte, quoi. Ce serait une très grosse découverte, mais avec la découverte qui est disparue totalement, quoi. Alors sur l'embaumement, on travaille sur quoi d'abord comme source pour étudier cette histoire de l'embaumement, notamment en Europe? Est-ce qu'on a des écrits, ou est-ce que c'est principalement des restes humains qu'on a récupérés et qu'on a analysés? Alors il y a les deux. Évidemment, on travaille sur les grands historiens romains avec Diodore de Sicile, etc., qui, ayant beaucoup voyagé, parlent énormément d'embaumement, mais se réfèrent essentiellement à l'embaumement égyptien. Mais c'est grâce à ces historiens et par les copistes, par les moines copistes, qu'on a les premiers établissements et les premières descriptions de momification égyptienne en Europe qui vont donner l'envie à des chercheurs européens de s'attaquer au sujet. Alors après, on va évidemment avoir des chercheurs comme Boncompagno da Signa à Bologne qui vont faire des recherches anatomiques sur la préservation des corps. On a un peu de corpus au niveau écrit, même si on n'en a pas énormément. Par contre, on a effectivement des cas pratiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des cas avérés d'embaumement dont on a pu étudier certains corps, certaines dépouilles restants, notamment pour des dépouilles dites de haut rang, des dépouilles princières, des dépouilles royales. L'embaumement, de toute façon, dans l'histoire européenne, pendant une très longue période, a été destiné aux personnes qui avaient les moyens. On n'est pas sur un embaumement de pauvres, il fallait payer. Ça a d'ailleurs été codifié par Pénicher qui définissait de la façon égyptienne 3 strates de paiement pour l'embaumement. Les produits coûtaient cher, les onguents coûtaient cher, la technique coûtait cher, et au-delà de ça, la réalisation était totalement imparfaite et ne permettait pas une réelle préservation. En fait, l'Europe a fait un bond dans le besoin d'embaumement, mais comme dans beaucoup de cas au niveau de la médecine, a fait un bond surtout au niveau des conflits internationaux. Lorsque les croisades, par exemple, sont arrivées, ont été développées des techniques d'embaumement un peu particulières, parce qu'il fallait rapatrier les corps. Or, on n'avait pas la technique pour ça, pour les conserver. Donc, il a fallu définir de nouveaux concepts d'embaumement. Donc, on a avancé en fait par vagues. Tout d'abord, on s'est intéressé
à la momification égyptienne, sans pouvoir vraiment la réaliser, même si on a quelques traces de réalisation de momies égyptiennes en Europe et notamment en France au Mas d'Artière. Après, on a perdu un peu cette technique, est arrivée la technique utilisée par les croisades qu'on appelle le dilaceratio corporis ou le mostotonicus. Ensuite, en Europe, la technique s'est encore appauvrie, où ça a été pratiqué par des bouchers, par des chirurgiens barbiers, etc. Des pratiques d'embaumement qui étaient totalement imparfaites et qui ne marchaient pas forcément. Et d'ailleurs, la preuve, on a très peu de restes préservés de cette époque. Et puis, la grande avancée est venue par la médecine. Alors, on pourrait parler de Vézal et de la découverte de la circulation du sang avec William Harvey, qui vont faire développer les techniques d'embaumement. Mais c'est vrai que l'embaumement européen s'est développé par strates. Mais alors, on va revenir un petit peu sur toute cette histoire au cours de ce live. Mais du coup, durant l'Antiquité, alors tu nous parlais de cette potentielle découverte au Portugal, mais du coup, les plus vieilles traces qu'on ait en Europe, hors cette potentielle découverte, ça remonte à quand? C'est l'Antiquité, c'est... C'est le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça va être dans le nord-ouest de l'Écosse. C'est l'ensemble des momies de Claude Allan. C'est ce qu'on appelle les momies Frankenstein. Est-ce que vous voulez entendre parler des momies Frankenstein? Mais oui, tonton Nicolas. Voilà. Alors, les momies Frankenstein, c'est des momies très particulières parce que c'est un ensemble de momies qui ont été découvertes dans les années 60, de squelettes avec des traces de momification découvertes dans les années 60, mais qui ont beaucoup étonné les chercheurs pour une raison très simple, c'est que c'était des squelettes remodelés. C'est-à-dire qu'on avait un ensemble d'individus de sexe et d'âge différents, dont le squelette avait été divisé pour reformer une personne. Et donc la momification était avérée puisque cette momification a été effectuée par les tourbières, qui est un milieu acide du nord de l'Europe et qu'on trouve assez fréquemment en Écosse. Et du coup, on a tout de suite appelé ces momies des momies Frankenstein. Alors, deux théories ont été avancées. La première théorie, c'était faire peur à l'ennemi. Donc la récupération, en fait, la capture de prisonniers de haut rang d'une tribu différente et le fait de les avoir tués et remodelés de cette façon-là pour humilier la tribu adverse et empêcher qu'elle revienne, et voilà. Et la deuxième théorie, c'est le rapprochement entre les familles de haut rang et la responsabilité sur les moissons, et donc mauvaise récolte sur une année, et du coup sacrifice de la famille dominante parce qu'elle n'a pas comblé les dieux, et rassemblement de ceux-ci en un seul corps, en une sorte de totem. Voilà. Ce sont les deux théories en cours. Ces squelettes à traces de momification, par contre, on les a encore, donc cela, c'est pas mal. Et donc, ce sont les plus anciennes traces de momification européennes. Aujourd'hui. On parle toujours de aujourd'hui, parce qu'on sait pas ce que nous réserve demain. Ça se trouve plein de choses super. Eh ben, ouais, j'aurais flippé de la météo, moi, si j'étais. Oui. Les momies des tourbières, c'est souvent ça. Hein. Il rajoute une troisième théorie avec la discussion. En fait, il faut voir ce qu'est une tourbière. Une tourbière, c'est un milieu qui est très particulier, puisque du coup, c'est un milieu qui ressemble. On est dans le Seigneur des Anneaux, purement et simplement. Lorsque il marche au milieu de l'ancien champ de bataille et puis qu'il y a des espèces de petites flaques avec les corps qui remontent. Les tourbières, ça ressemble parfaitement à ça. Vous rajoutez de la brume avec, on est dans les tourbières. Et du coup, historiquement parlant, on a toujours associé cet endroit à une sorte de porte vers l'au-delà. Donc on sacrifiait des gens pour aller discuter avec les dieux, pour essayer de plaider la cause des vivants auprès des dieux. Alors, on a cette théorie qui s'affirme de plus en plus, le fait d'aller discuter avec les dieux, pour une raison très simple, c'est que les gens qui ont été sacrifiés aux tourbières n'étaient pas forcément des gens du cru. On allait chercher des gens qui habitaient plus loin et qui parlaient plusieurs langues. Donc du coup, de plus en plus, on se tourne vers cette possibilité d'un problème, d'un trouble social, alors dû à une famine, plein de choses, et du fait qu'on mandate quelqu'un pour aller en discuter avec les dieux, et du coup on le sacrifie dans les tourbières. Or les tourbières ont une particularité, c'est qu'elles conservent les corps de façon parfaite, à une seule exception. Il n'y a plus d'os. Les corps des tourbières n'ont plus un os. Pour une raison très simple, c'est un milieu acide. Donc la première chose qui disparaît, c'est le calcaire et le calcium. Donc vous avez une préservation parfaite des corps qu'on peut autopsier, donc on peut analyser le bol alimentaire sans aucun problème. Par contre, c'est des sacs à main. Il y a plus rien à l'intérieur. Alors, ils sont quand même pétrifiés solides ou c'est mou? Ah non, c'est tout mou. C'est les corps. En fait, il faut imaginer un corps
sans aucun os. Comme dans Harry Potter quand il se... C'est exactement le même concept. Ok. Et du coup, c'est des pleurs qui sont aplatis, mais par contre, on peut vraiment autopsier. Hein. On a pu déterminer les bols alimentaires, la provenance des coiffures, les dents, etc. Tout est parfaitement préservé en termes de téguments, mais par contre, les os, tous disparus. Ah, c'est incroyable ça. Et on a un corpus quand même de plus de 5000 corps des momies des tourbières. Ah ouais. Ah oui, c'est tout le nord de l'Europe, jusqu'à une armée complète en Allemagne qui a été sacrifiée comme ça. Et combien d'individus? En Allemagne, l'armée, c'était 95 personnes, si je dis pas de bêtises, plus des animaux, qui ont été retrouvés tous ensemble. Et les corps des tourbières, on en trouve toutes les semaines, hein, puisque du coup, la tourbe est un minerai dont on sert pour se chauffer dans le nord de l'Europe. Et la récolte de la tourbe se fait à la machine, et donc on perd énormément de ces corps des tourbières à cause des machines, mais on en retrouve souvent. Et systématiquement, l'état des corps fait qu'on appelle la police, parce que ils sont parfaitement conservés. Ouais, si tu es néophyte, tu peux t'imaginer qu'il est mort il y a pas longtemps, quoi. Ouais. Et ils ont donné un truc qui est parfaitement improbable, c'est que on a retrouvé un corps de momie des tourbières punk. C'est celui qu'on appelle le punk. En fait, il a une crête façon iroquoise. Sauf que l'intérêt de cette crête, c'est qu'il l'utilisait pour se faire des produits, donc une résine qui ne venait pas d'Écosse. Donc il faisait importer d'Espagne cette résine pour se faire sa crête. Donc ça a pu prouver les interactions commerciales entre l'Espagne, l'Écosse et l'Irlande. Et sa crête est restée. Ouais, sa crête est restée. Et alors, du coup, durant l'Antiquité, alors tu nous parlais par exemple de Diodore qui témoignait de techniques d'embaumement, etc. On n'a pas essayé de les importer justement d'Égypte. Si certains ont été témoins de ce qui se pratiquait là-bas, pourquoi on l'a pas ramené? Plusieurs raisons à ça. Déjà, la technique égyptienne était pratiquée par les prêtres. En plus, les produits coûtaient extrêmement cher et étaient forcément extrêmement complexes à obtenir. Les techniques étaient secrètes. On a des traces en Europe de momification égyptienne, d'ailleurs très avancée. En France, on a celle du Madartia, qui est la momie d'un petit garçon entre 10 et 12 ans, qui a été retrouvée en 1756. Donc le Madartia, c'est dans le Puy-de-Dôme. Hein. La momie date du 1er, 2e ou 3e siècle, on n'est pas certain. Mais c'est une momification égyptienne avancée. On a aussi autour de Rome la momie de la Grotta Rossa. Alors on a fait le rapprochement entre la présence de ces momies et l'arrivée de certaines légions qui avaient passé du temps en Égypte. Donc le rapprochement a été fait, mais il est douteux de se dire que ces légions trimbalaient avec elles des prêtres capables d'assumer le culte d'Isis et surtout de réaliser des momifications aussi avancées que celles qui ont été faites. La momie du Malartière, le jeune homme du Malartière, est toujours en France. Elle est actuellement au musée de l'Homme et elle est en très très bon état. Quand on parle embaumement, c'est vrai qu'on pense pas tout de suite forcément à l'Antiquité européenne en tout cas. Quand on pense à l'Europe et qu'on colle le mot embaumement, tout de suite on pense au roi en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistait cet embaumement médiéval des rois justement? Tu nous parlais tout à l'heure de cette fameuse technique, le dilaceratio, ça, corporis? Le dilaceratio corporis ou Mus totonicus. Alors c'est une technique en fait qui s'est développée lors des croisades lorsque, pour une raison très simple, vous prenez des chevaliers européens, vous les emmenez dans une terre très 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 lointaine, ils sont tués là-bas, ok, jusqu'ici pas trop de problèmes. Sauf que lors de ces périodes, pour pouvoir permettre à la descendance de prendre la suite, il fallait prouver que la personne était décédée. Donc du coup on a eu un gros problème sur le fait de ramener les corps, parce que ramener les corps, ils étaient forcément entièrement décomposés. Donc on développe une technique qui est venue, en fait, pourquoi on appelle ça le fait germain? Parce que ça vient des chevaliers teutoniques. Et en fait, cette technique est très simple. Il s'agit tout d'abord de retirer le cœur pour le conserver d'un côté. On fait bouillir justement dans des substances balsamiques, du vin, des épices, le reste de la dépouille. On fait un premier enterrement sur place et on récupère les os, les entrailles donc et le cœur qu'on ramène en Europe. Ça va permettre énormément de choses. Ça va permettre d'honorer plusieurs lieux, déjà, puisqu'on va pas enterrer au même endroit, en fait, les différentes parties du corps. Ça va permettre, sur les gisants, de définir ce qui se trouve dans la tombe. Si vous avez un gisant, par exemple, avec la main qui présente un petit cœur, ça signifie que dans cette tombe-là, il y a que le cœur. S'il y a un petit sac sur sa main, ça signifie que c'est une tombe d'entrailles. En fait, vous avez toute une recherche artistique qui permet de définir ce qu'il y a dans les tombes. Et vous avez énormément de personnes qui vont subir ce dilaceratio corporis. On estime aujourd'hui, enfin, on ne sait pas qui a été le premier à subir ce dilaceratio. Tout ce qu'on sait, c'est que la première, on va dire, description d'un dilaceratio, en fait, elle vient des Alpes.
elle vient de Charles de Le Chauve. Donc en 877, il décède à Arvieux, dans les Alpes, et il va subir en fait le dilaceratio corporis, qui à l'époque on appelle le corpus mor regio coratum. Et du coup, il va subir ce fait pour être ramené. Et on va développer autour de cette pompe funèbre, de ce cortège funéraire, un concept d'effigie, donc le fait de représenter la personne pour pouvoir prouver que c'est bien elle derrière. Et ça va devenir récurrent, c'est-à-dire que les effigies vont continuer à être faites. En France, on n'a plus trace de ces effigies parce que elles ont été éliminées à la Révolution française. Par contre, on en retrouve aujourd'hui à l'abbaye de Westminster à Londres un bon paquet. Et du coup, là, on a la première trace officielle de dilaceratio. Mais beaucoup de monde va subir le dilaceratio. Un des plus connus, c'est Frédéric Barberousse, qui décède en Anatolie et noyé à cause du poids de son armure, à qui on va faire subir le dilaceratio. Ça va vraiment être une technique qui va se développer et devenir importante jusqu'à ce que l'Église s'y intéresse et se dise, eh ben, c'est pas ça va pas. Du coup, Boniface VIII va créer en fait la Detestandae Ferratatis, la bulle d'exception en 1299, le 27 septembre, et en fait, il va dire ça ne me convient pas et on va interdire le dilaceratio corporis, sauf en cas d'exemption. Donc, on pouvait acheter ces exemptions, et le dilaceratio corporis va devenir une référence des familles capétiennes. Donc, le dernier à le subir officiellement, après on sait jamais, il peut y en avoir qui vont en subir encore, ça peut être très funky comme technique, ça va être Louis XVIII qui va subir donc en 1824 ce dilaceratio corporis. Ouais, donc c'est très tardif. Oui. C'est un privilège capétien. Mais l'interdiction de Boniface VIII va être levée en fait par Benoît XI, mais ça restera quand même assez ancré et plus grand monde ne va pratiquer le dilaceratio. Il faut dire qu'il n'y aura plus vraiment besoin parce que les techniques d'embaumement évoluant, on va pouvoir conserver le corps en l'état. On va en parler, mais du coup, le dilaceratio, il était pratiqué par qui? Tu nous parlais tout à l'heure de l'Égypte et des prêtres. Qui va s'en charger là? Alors là, par contre, on est sur tout le monde. On est sur les chirurgiens barbiers, les bouchers, on est pour tous ceux qui savent manier un couteau. Du coup, il n'y a pas de codification sur qui va pratiquer le dilaceratio. Là, essentiellement des chirurgiens, des barbiers et des bouchers. Mais en même temps, si on n'a personne, on le fait pratiquer par qui on a sur place. Ouais, mais je veux dire, parce qu'on peut... Enfin, moi, du coup, j'ai des images qui me viennent en tête où je me dis, après une grosse baston et beaucoup de pertes dans son camp, c'est un peu l'usine qui se monte à côté du champ de bataille avec, allez hop, on fait bouillir les trucs, Ouais, mais on ramène pas tout le monde. On a des représentations, des dessins en fait de dilaceratio corporis, notamment vis-à-vis de Saint-Louis, puisque Saint-Louis a subi le dilaceratio. On a des représentations. On va réserver le dilaceratio quand même à une certaine élite. C'est pas le soldat moyen qui va subir le dilaceratio, ça c'est sûr et certain. Non, bien sûr. Donc non, c'est pas vraiment l'usine, parce que c'est le soldat moyen qui meurt. La tête meurt rarement quand même. Mais du coup, quand tu disais qu'il y avait beaucoup de personnes qui l'ont subi, on a un ordre, on a une échelle? On n'a pas d'échelle parce que déjà on n'avait pas tous les corps. En fait, on dit qu'il y en a beaucoup pour une raison très simple, c'est que on a beaucoup d'emplacements de tombes de cœur, de tombes d'entrailles, de tombes d'ossements. Donc on sait que ces personnes ont forcément subi le dilaceratio, mais on le voit par exemple dernièrement à Rennes avec Louise de Kengo, lorsqu'elle a été retrouvée, elle était enterrée avec le cœur de son mari et lui était enterré avec le cœur de Louise. Donc du coup, en fait, le dilaceratio, c'est quelque chose, on sait, qui a été beaucoup pratiqué, mais on n'a pas de quantité de corps qui l'ont subi. On peut pas le savoir, ça. C'est comme si aujourd'hui on vous demandait combien de personnes ont subi un embaumement classique, on ne pourrait pas le savoir. Et alors, au niveau de Boniface, s'il a interdit la pratique, c'était purement pour des considérations religieuses, ou il y avait peut-être d'autres raisons qui l'ont poussé à interdire ça? Alors, il y a toujours beaucoup de raisons. Il y a sûrement quelques raisons philosophiques là-dessous, mais aussi une raison assez simple qui est celle de l'argent. De l'argent. L'Église ne touchait rien sur le dilaceratio corporis et du coup, ça développait énormément de pèlerinages sur lesquels elle ne touchait rien. Elle a souhaité remettre un peu d'ordre dans tout ça. Simplement. Effectivement, c'est souvent une raison pécuniaire.
Alors, on l'a compris, ça coûtait quand même du blé de pouvoir subir cette technique-là. J'imagine que durant tout le Moyen-Âge, il y a eu d'autres techniques d'embaumement qui ont été pratiquées. D'ailleurs, par exemple, pour le quidam moyen, est-ce qu'il y en avait ou pas? Pour le cul d'un moyen, non. On ne présentait pas le corps. Par contre, effectivement, il y a d'autres techniques d'embaumement. On est sur une période qu'on appelle la voie humide. La voie humide, en fait, c'est surtout un embaumement par immersion. Donc, on va éviscérer le corps, on va retirer le cerveau, donc en ouvrant la boîte crânienne. On va placer ce corps dans un ensemble de bains. Ces bains vont servir à éliminer le sang, à éliminer les substances qui pourraient accélérer la putréfaction. Et ensuite, on va faire sécher la dépouille, on va faire des ouvertures, des trouées dans le corps, on va rajouter des herbes et on va recouvrir d'onguents et donc présenter ce corps. Le problème, c'est que entre le temps de préparation et le temps de présentation, eh ben, le corps avait quand même le temps de commencer à se décomposer assez facilement. Donc, du coup, il n'y a pas de technique vraiment très efficace au Moyen Âge de conservation des corps. Et là encore, ça reste du boucher ou du médecin qui le pratique, quoi. Ou du chirurgien, voilà, c'est effectivement, on est sur, on est sur on n'est pas sur des médecins. On n'est pas sur des médecins. Ce qui va royalement changer la donne, eh ben, forcément, comme pour beaucoup de secteurs de la médecine, c'est Vézal. Vézal va changer la donne avec ses études sur l'anatomie. C'est l'université de Bologne, c'est Padoue. En moindre capacité, c'est Paris, qui vont justement provoquer la conservation des corps, mais pour des raisons pour des raisons d'enseignement tout d'abord, pour pouvoir conserver plus longtemps les corps dont on sert pour l'enseignement. Parce qu'on pouvait obtenir certains corps, mais on les utilisait très peu de temps, puisque la putréfaction très rapidement. Donc ça ne permettait pas l'analyse et la dissection anatomique. Vézal va permettre énormément de choses. Et comme je disais tout à l'heure, William Harvey va aussi accélérer les nouvelles techniques d'embaumement. Mais ça sera plus au 19e siècle. Ah, Vézal, non, on n'est pas sur le 19e siècle. Mais Harvey, on est en 1628. Et 1628... Ah oui, c'est plutôt... Voilà. Mais même là, on est en retard. Ceux qui étaient vraiment en avance, c'était Padoue, il n'y a aucun doute là-dessus, hein. Et puis Bologne. Bologne qui était très en avance et qui justement commençait à développer énormément de choses sur la conservation pour pouvoir faire des dissections anatomiques plus longtemps. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de tout ça, de ces évolutions de techniques lors du pré-entretien de cette émission? Par exemple, tu parlais de l'ouvrage sur la préservation des corps de Pénicher. Alors Pénicher, c'est très particulier parce que Pénicher, c'est quelqu'un qui a senti le vent tourner. Pénicher, en fait, il avait beaucoup lu ce qui existait, ce qui avait été réécrit en fait sur l'embaumement égyptien. Et du coup, en fait, Pénicher s'est dit, mais ce qu'il y a de décrit chez Diodore de Sicile, donc Diodore de Sicile décrit en fait l'embaumement égyptien comme un embaumement à 3 strates, 3 étapes, pour les très riches, les bourgeois et les hommes du peuple. Et Pénicher s'est dit, il faut refaire ça. Donc il développe en fait un ouvrage dans lequel il explique comme quoi il faut faire un embaumement pour les riches, un embaumement pour les bourgeois et un embaumement pour le peuple. Mais le peuple qui a quand même déjà pas mal d'argent. Et pour ça, en fait, il développe la technique est toujours la même, l'éviscération, l'excérbration, on enlève le cerveau, on enlève les organes, parce que ça fait pourrir le corps plus facilement. Mais lui, la différence va se faire sur les onguents utilisés. Plus l'embaumement est cher, plus il va rajouter d'onguents. Et du coup, on va atteindre des sommets en termes de tarifs. Mais Pénicher a un avantage, c'est que Pénicher, c'est le premier à avoir codifié une technique d'embaumement en Europe, et notamment en France. C'est le premier à l'avoir publié. Et du coup, il vendait cet ouvrage pour des chirurgiens, des barbiers et des médecins d'ailleurs, qui achetaient ça et qui justement souhaitaient conserver quelques corps. Alors tu nous dis bon, il y a la préparation du corps, etc. Et puis en même temps, il y a le fait que le corps commence à se décomposer, que c'est un petit peu une course contre la montre. Mais justement, combien ça prend de temps de préparer un corps, ou en combien de temps le corps se décompose? Alors ça déjà c'est variable. En fait, la décomposition d'un corps, elle va dépendre en fait du milieu. Donc savoir donc la température du milieu, savoir l'humidité du milieu, les causes de la mort vont jouer un rôle important sur la décomposition du corps. De plus, l'état du corps initial va également jouer un rôle. Si vous avez une personne qui décède en plein été en situation avec une hygrométrie importante à l'extérieur, la décomposition va être plus rapide.
Voilà, ça déjà, c'est la base. Après, la décomposition, il faut savoir où elle commence dans l'organisme. Elle commence donc à ce qu'on appelle la tâche verte abdominale, donc le cécum, donc la fosse iliaque droite. C'est là que va commencer la décomposition, donc au niveau des intestins. Cette décomposition, elle est complexe à arrêter, et c'est pour ça qu'au Moyen Âge, par l'observation, on se dit que si on retire tout ce qui est à l'intérieur, on va bloquer la décomposition. C'est vrai, on peut en partie bloquer cette décomposition un laps de temps précis par cette technique, mais cette technique ne fonctionne pas pour la face, par exemple. Donc, ce qui va être important, justement, pour la reconnaissance du corps et autres, donc la face va pourrir assez rapidement. Donc, on rentre pas dans ce qui va présenter un gros intérêt. La préservation du corps est pas très intéressante si vous avez le corps qui est relativement conservé et la tête qui a pourri d'un seul coup. De plus, si vous ne faites pas les choses correctement, le corps va commencer à gonfler. Donc c'est la décomposition va faire gonfler le corps, hein, simplement. Et du coup, ça va rendre la présentation extrêmement difficile. En termes de temps, eh ben là pareil, c'est difficile à exprimer si on n'a pas de données de température et d'hydrométrie, mais en moyenne, la décomposition commence très rapidement. Hein. Très très rapidement. Donc dans les 24 heures, il commence déjà à y avoir des changements. Il faut agir très très vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait intervenir les thanatopracteurs très rapidement pour éviter justement que cette décomposition commence et rende plus difficile les soins de conservation. Ça, c'est la base. C'est-à-dire la décomposition, c'est complexe. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Aujourd'hui, on la bloque assez facilement grâce à des fluides type formol qui marchent très bien. À cette époque-là, c'est-à-dire au Moyen Âge, on ne sait pas encore vraiment comment stopper cette décomposition. Aujourd'hui, on sait qu'ils auraient pu, grâce à des plantes comme la menthe, le poivre, on a la rhubarbe, permettaient de stopper, de bloquer la décomposition du corps, mais ce n'était pas fait. Ils auraient pu également utiliser les secteurs du froid, utiliser les secteurs de sécheresse, comme c'était pratiqué en Égypte, ou le sel. Mais on est sur des concepts qui coûtaient très très cher. Donc il fallait vraiment avoir un intérêt important à bloquer cette décomposition. Et encore aujourd'hui, on voit pas trop l'intérêt en lui-même. Et alors, donc tu nous parlais de la technique de la voie humide, hein, c'est-à-dire baigner les corps pour tenter de les préserver. À partir de quand, justement, vu que tu nous dis qu'aujourd'hui on injecte plutôt des fluides, à partir de quand on commence à injecter du fluide? Ah bah c'est clairement avec la découverte de la circulation sanguine par William Harvey. En 1628, il y a un ouvrage, le Mortus Cordui, qui paraît et qui justement relate. Alors c'est pas William Harvey qui a découvert la circulation sanguine, puisque elle était déjà enseignée à Bologne et autres. Mais William Harvey va être le premier à la publier dans un ouvrage illustré qui va permettre vraiment de statuer la circulation sanguine. Et du coup, à partir de là, on va se dire, et si on injectait quelque chose dedans pour conserver le corps? Donc là, vous avez pas mal de monde, de Ruysch en passant par les frères Hunter, qui vont justement petit à petit développer des techniques. Alors, pour l'enseignement, tout d'abord, donc pour conserver les corps, pour les montrer et autres, notamment c'est le cas de Ruysch. Mais après, petit à petit, ça va rentrer dans le commun pour justement faire de la conservation de corps. Alors, ça va pas être une fracture unique, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un passage direct de la voie humide à la voie sèche. Ça va se faire sur la longueur. Les dernières fois qui ont été utilisées des techniques par inversion, on est à la moitié du 19e siècle. Enfin, en tout cas, de ce qu'on sait aujourd'hui des techniques par immersion utilisées, on en a une qui a été pratiquée à la moitié du 19e. Les premières utilisations de la voie sèche, donc par injection, on peut parler d'à partir de la moitié du 18e. Mais vous voyez, il y a quand même un siècle d'écart entre le passage de la voie humide à la voie sèche définitive. Aujourd'hui, on n'utilise plus la voie humide, sauf dans des cas très particuliers. On peut parler de cas d'enfants et autres, où c'est beaucoup plus difficile d'injecter parce que les artères sont pas encore suffisamment solides pour ça. Du coup, là, on est obligé d'utiliser ce genre de technique, mais c'est plus, on n'est plus dans les mêmes techniques. La voie humide a vraiment disparu au milieu du 19e. Alors, tu parlais des frères Hunter, justement. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, eux? Alors les frères Hunter, en fait, ils ont développé une technique d'embaumement qui était très particulière, très particulière. Ils utilisaient
Alors, ce qu'on a appelé du baume de tolu, le tolu, c'est une plante. Ils utilisaient aussi énormément d'alcool et de solvants différents. Ils utilisaient aussi l'arsenic et ils ont développé les premières techniques justement pour conserver les corps. Donc, les frères Hunter, qui sont, qui ont donné d'ailleurs le nom du Hunterian à Londres, du musée, etc., sont des frères qui ont beaucoup travaillé sur la chirurgie et beaucoup travaillé sur la préservation des corps. Après, on rentrera pas dans le débat frère Hunter tueur en série parce que du coup, ça, c'est pas prouvé. Voilà, c'est évidemment, on peut critiquer. Il y a une légende noire. Il y a la légende noire de l'ouvrage sur les femmes enceintes, évidemment, qui est relativement improbable. Mais après, cette légende noire, elle n'est pas prouvée. D'accord. Bon, on l'abordera pas, mais je pense qu'il y a plein de gens du coup dans le chat qui vont aller googler ça. Voilà, la légende noire des frères Hunter, ça c'est quelque chose. En fait, je peux l'expliquer en 2 mots. Il existe un ouvrage en fait descriptif de l'anatomie de la femme et notamment de la femme enceinte qui présente énormément de cas différents dessinés. Or, les cas dessinés par les frères Hunter sont censés venir des hôpitaux et de la morgue londonienne et il n'y avait pas autant de cas possibles de femmes enceintes présents. Donc il y a une légende noire qui dit que les frères Hunter auraient soit payé, soit éliminé quelques personnes. Mais on est sur une légende, c'est de la légende urbaine. Rien n'a été prouvé. Alors, tu nous disais quand on a préparé cette émission que le véritable boom de l'embaumement, c'est surtout à partir du 19e siècle qu'il a eu. Pourquoi ce tournant à ce moment-là ? Alors, pourquoi ce tournant ? Déjà parce que on démocratise l'embaumement. C'est-à-dire que on n'est plus sur un embaumement où il n'y a que les personnes qui ont beaucoup d'argent qui peuvent se permettre. L'embaumement va se démocratiser. De plus, l'embaumement est quelque chose qui, au 19e siècle, rentre vraiment dans les mœurs. On cite souvent un exemple assez particulier, c'est celui du Nelson Blood. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Nelson Blood ? Non. En fait, en Angleterre, l'amiral Nelson est mort en 1805 et en fait, son corps a été plongé dans un alcool pour être rapatrié. On a prétendu que c'était du rhum, en réalité c'était du brandy, le rhum n'était pas suffisamment démocratisé pour que c'en soit, c'est du brandy. Ce qu'il est par contre vrai, c'est que du coup, depuis cette époque-là, l'armée britannique et notamment la Royal Navy donne à ses soldats ce qu'on appelle du Nelson Blood, c'est-à-dire une dose de rhum avec dans une flasque où c'est marqué sang de l'amiral Nelson dessus. Et du coup qui rend hommage à la conservation du corps de l'amiral Nelson. Et c'est censé c'est censé être l'alcool dans lequel a été plongé le corps de l'amiral Nelson, puisque la légende, encore une fois la légende, dit que les marins britanniques ont bu l'alcool qui conservait le corps de l'amiral Nelson. Ça c'est assez régulier. Mais des marins comme ça qui boivent de l'alcool dans lequel sont conservés les corps, il y a d'autres exemples. Même en France, il y a d'autres exemples. C'est assez particulier de voir. Alors, je citerai pas le nom du bateau parce que ça va en inspirer certains, mais au cours du début du XXe siècle, un navire français revenant d'Afrique a coulé au large de la Bretagne et on n'en entend plus parler. Ok. Et en fait, 30 ans plus tard, donc à la fin des années 40, des personnes, on va dire des personnes qui font en avance le film Un singe en hiver, s'amusent beaucoup dans un petit port breton et arrivant sur la plage, découvrent une barrique. Et ils ouvrent la barrique, parce qu'il y avait le bouchon comme dans les films, ils ouvrent la barrique et ils trouvent que l'alcool qui est dedans, il est vraiment très très bon, quoi. Et ils décident donc de ramener la barrique, de la planquer, sauf que il y a une montée, la barrique lâche, elle s'éclate et dedans, il y a le corps d'un pygmée en fait qui est noyé dans l'alcool. Parce que ramener les corps dans de l'alcool, c'est une technique qui a prouvé son efficacité et qui a beaucoup servi. Et en l'occurrence, là, il a été prouvé que la barrique avait remonté du naufrage de ce navire 30 à 40 ans plus tôt. Donc l'alcool, évidemment, devait être de très bonne qualité, mais avait un petit goût.
Voilà, il ne faut pas. Voilà, on fout des grenouilles dedans, alors pourquoi pas Jean-Michel, voilà. Pourquoi pas. Mais effectivement, l'embaumement donc au 19e siècle commence à avoir un véritable boom. Donc comme je le dis, les techniques se démocratisent. Là, la démocratisation des techniques vient de l'Italie, vient notamment d'un chercheur italien qui s'appelle Giuseppe Tranchina, qui développe une technique à moindre coût arsenic et du coup qui est extrêmement efficace, mais qui est malheureusement dangereuse pour l'opérateur et autres, et qui va être interdite un peu plus tard, mais qui va démocratiser l'embaumement parce qu'elle ne coûte presque rien et surtout Tranquina va la publier pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc elle arrive en France, elle est repérée par quelqu'un qui s'appelle Jean-Nicolas Ganal, qui va en faire la publicité, qui va la déposer et qui va commencer à travailler dessus. On a vraiment une volonté de conserver les corps. Pourquoi? Parce que conserver les corps, ça permet d'avoir des rites funéraires qui sont plus longs, ça permet de rassembler du monde et il faut pas oublier que le 19e siècle, on est quand même sur le haut de la vague de la funéraille dite collective. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient à décéder, tout le village vient rendre visite à la personne décédée. Le maire vient, tout le monde. On est vraiment sur des moments où le corps, finalement, appartient à la famille, mais appartient aussi à la collectivité. Donc, du coup, on va vouloir faire un usage funéraire important. On va tendre des tentures sur les habitations avec les monogrammes de la personne, ou de la famille. On va développer les souvenirs funéraires. Donc avec les cadres de cheveux, après il y aura l'apparition des photographies post-mortem. On va avoir énormément de choses qui vont apparaître et du coup l'embaumement est nécessaire, la préservation des corps est nécessaire parce que justement elle permet l'allongement de ces rites funéraires. Donc là on va vraiment avoir un boom. C'est vraiment historiquement là où tout est possible. Énormément de techniques d'embaumement différentes apparaissent. On va passer comme on disait tout à l'heure, l'anthropotaxidermie, donc la taxidermie humaine, à l'anthropoplastie galvanique de Vario, donc le fait de faire du plaquage métallique sur des corps morts pour créer des urnes funéraires ou des statues directement à partir du corps mort. On va avoir des embaumements par tout et n'importe quoi. On va vraiment tout va se développer. Et beaucoup de choses vont fonctionner, mais au final, tout va se jouer sur la technique la plus simple et sur le produit, le fluide d'embaumement. Le fluide d'embaumement, jusqu'à 1843-1846, va être essentiellement composé d'arsenic, parce que ça marche très très bien. L'arsenic, ça conserve parfaitement bien les corps. Et du coup, personne ne se pose de questions. Sauf que en 1840, une grande affaire criminelle va faire qu'on va commencer à se poser des questions sur le dosage d'arsenic dans les corps pour savoir s'il provient de l'embaumement ou s'il provient d'un empoisonnement. Parce que l'arsenic, il faut pas oublier quand même que c'est de la poudre de succession, c'est quand même quelque chose qui est très facile à utiliser et c'est assez radical. Du coup, on va petit à petit utiliser autre chose comme fluide. Donc, on va développer donc l'albumine pour Ganal et pour Suquet, donc un autre grand chercheur, on va développer le chlorure de zinc, qui vont être des molécules principales qui vont être très efficaces, mais qui vont trouver leur intérêt majeur lorsque un Polonais, Zygmunt Laskowski, va introduire dans les fluides de conservation de la glycérine. Donc, on va arriver là à stabiliser la recette principale d'un fluide de conservation qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va utiliser dans un fluide de conservation de l'eau, de l'alcool, une molécule active et un corps gras. Voilà, les quatre. Vous rajoutez après votre poudre de l'impéraparpin, du colorant, un petit goût de citron, ce que vous voulez. Mais la base, c'est ça. Avec ça, ça fonctionne. Et c'est toujours la même. Donc à partir de là, on bouge plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être mis en place par Suquet, Jean-Pierre Suquet, et qui va développer des embaumements qui sont vraiment de première qualité. Ça va durer. Alors, non, mais je vais peut-être un peu vite. Je te laisse poser des questions, vas-y. Non, mais alors tu parlais de l'arsenic et tu nous as dit que bon, c'était un peu compliqué dans des affaires criminelles. Il y a une affaire en particulier qui a fait réagir un petit peu les pouvoirs et qui leur a dit bon, là, on peut plus se permettre de continuer avec l'arsenic. C'est purement pour des raisons d'enquête. Alors, c'est l'affaire Lafargue. L'affaire Lafargue, et on est en 1840. En fait, c'est une femme qui empoisonne son mari volage et représentant de commerce. Et le problème de l'affaire Lafargue, c'est que pour déterminer le dosage arsenic dans un corps, on utilise ce qu'on appelle la machine de marche. Et la machine de marche est une machine qui est
très mise en avant, notamment par des grands médecins légistes de l'époque comme Orfila. Et cette machine de marche va être complètement discréditée lors du procès, puisque du coup on n'arrive pas à prouver que l'arsenic présent dans le corps vient de l'empoisonnement, alors qu'il peut venir de l'embaumement du corps. On n'arrive pas à prouver ça. Donc la médecine légale va s'emparer de ça. Il va y avoir une loi, la loi, c'est celle du 31 octobre 46, qui va interdire complètement l'usage de l'arsenic dans les embaumements et dans le chaulage des grains. Donc, parce que du coup, on chaulait les grains, donc on conservait les grains avec de l'arsenic aussi. Donc voilà. Et du coup, là, on va être obligé de développer des nouveaux produits, des nouveaux fluides. L'affaire Lafargue, elle n'a pas été condamnée à mort parce que justement, il y a eu le doute acceptable. Et du coup, elle s'est retrouvée aux travaux forcés à partir de 1840. Et donc elle aurait pu effectivement empoisonner à coup de petites doses. Ah oui. L'arsenic, c'est quelque chose d'assez génial parce que du coup, en fait, on peut soit empoisonner quelqu'un, tuer quelqu'un par un surdosage massif, soit le tuer par le fait de lui en donner petit à petit et d'un coup couper le fait de lui en donner. Donc le manque aussi tue avec l'arsenic. Donc l'arsenic, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est une molécule géniale et surtout c'est pas cher et vous en trouvez du naturel avec le cinabre. Donc du coup c'est très intéressant l'arsenic. Alors tu nous disais que c'est au 19e que on va dire la mort devient un peu collective dans le sens où tout le monde va se recueillir sur la tombe. Avant ça, on parlait quand même du fait que l'embaumement c'était réservé à des gens qui avaient les moyens de se payer un embaumement. Donc est-ce que à ce moment-là, on imagine aussi qu'il y a eu un développement de ce business en prenant compte de nouveaux modèles économiques pour pouvoir toucher tout le monde? Oui, il va y avoir des personnes qui vont développer en fait des procédés qu'ils vont déposer et ne pouvant agir partout en France, ils vont revendre l'usage de ce procédé. Et donc vous achetiez un peu comme Starbucks en fait, vous achetiez la possibilité d'user du procédé, des produits, des tables et de la technique. Et du coup, vous disiez que vous participiez avec le procédé Ganal, donc on vendait ça à des médecins, ou le procédé Suquet. Voilà, c'était d'usage de faire ça. Et c'est la plus grosse masse de ce qu'on retrouve de justement d'embaumement. Ce sont pas pratiqués par les Ganal, les Suquet, c'est pratiqué par les personnes qui achetaient leur technique. La société Ganal qui s'est terminée en 1911 et a commencé, on va dire, en 1835, au maximum dans les registres économiques, on est sur du 3500 corps. Donc c'est quand même pas, on n'est pas sur une quantité délirante de corps. Et donc ça, c'était les grands noms de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, eux? Pourquoi eux sont restés dans la mémoire? Jean-Nicolas Ganal, parce que alors, là c'est le grand débat historique. Pour moi, c'est l'escroc céleste, c'est le fabuleux. Jean-Nicolas Ganal, c'est quelqu'un qui n'a Saint-Louis et qui n'a pas de capacité. N'a rien et se dit tiens je vais me faire embaucher dans les armées napoléoniennes. Or il regarde la solde d'un soldat, il trouve que c'est pas beaucoup et il voit que la solde d'un aide-pharmacien c'est quand même un peu plus élevé. Il n'est pas aide-pharmacien mais il arrive à convaincre qu'il est aide-pharmacien et se fait embaucher comme ça. Ok, il change 12 fois de camp pendant les campagnes napoléoniennes à tel point que lorsqu'il va être rendu à la vie civile on va lui refuser la médaille de Sainte-Hélène. Donc, il va mettre extrêmement longtemps à obtenir sa solde parce qu'il a trahi tellement de fois qu'on ne sait plus en fait à qui il appartient. Et quand en fait il retourne à la vie civile, il va à Paris et il monte ce qu'on appelle les cohortes civiles. Donc, c'est des bourgeois armés de leurs fusils de chasse qui vont être dirigés par un ancien de l'armée et par quartier vont se former avec leurs fusils de chasse pour essayer de défendre leur quartier. Or, pas de chance, Ganal forme ces gens-là et boum, c'est interdit. Ok, donc il retourne de nouveau à la pauvreté et en se trimballant dans les bars, en fait, il rencontre les aides formateurs de Gay-Lussac. Gay-Lussac, c'est un dissecteur anatomique et un médecin qui enseignait à la faculté de médecine de Paris. Et du coup, il cherche un aide dissecteur et Ganal lui dit ah mais oui, moi je sais parfaitement conserver les corps et disséquer en anatomie. Et du coup, Gay-Lussac l'embauche. Et en fait, Ganal a l'intelligence économique de placer, dès qu'il touche un peu d'argent, son argent dans l'achat de brevets. En fait, vu qu'il était à la faculté de médecine de Paris, il recevait, en même temps que la faculté, les nouveaux procédés qui étaient annoncés par des chercheurs qui voulaient expliquer à la faculté de médecine, donc venir en séance pour expliquer leurs procédés.
Et quand il voyait ça, quand il lisait ça, et ben il allait voir les chercheurs après, qui souvent étaient des argentés, il leur disait, bah écoute, tu sais quoi, moi, je paye le fait de déposer le brevet, par contre, il y a mon nom dessus. Et toi, t'es en numéro 2. Du coup, on retrouve Ganal dans le dépôt de brevets pour les toupes vierges, pour le maintien des chapeaux, pour un système de maintien des chapeaux dans le vent, pour les sucs acidulés, c'est toujours un brevet Société Ganal, hein, les sucs acidulés, les bonbons piques, etc. Il a fait pourquoi? Il a fait pour une nouvelle encre pour l'industrie de l'impression. Il a fait pour un appareil pour diffuser du chlore dans les poumons des personnes qui avaient des problèmes pulmonaires, ce qui devait être une sacrée réussite quand même. Il a déposé plus d'une centaine de brevets sans aucun problème. Et sur ces brevets, il n'en a fait aucun. Il les a systématiquement achetés. Et c'est comme ça qu'il a fait sa vie. Et du coup, lorsque Jean-Nicolas père est décédé, eh ben, ses fils ont passé toute leur vie à trouver des raisons pour lesquelles les embaumements de leur père n'avaient pas fonctionné. Parce qu'on faisait des exhumations des corps, le père avait garanti une conservation des corps définitive, et du coup, ben tous les articles de presse de Félix Ganal, etc., les fils, petits-enfants et autres de Ganal, sont faits pour justifier le pourquoi du corps était retrouvé décomposé alors que Jean-Nicolas avait garanti l'éternité. Ils ont passé une vie qui était assez pénible, je pense, sur la fin. Mais Jean-Nicolas Ganal était un génie du commerce, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'était... c'est le genre de personne, si vous le croisez à la foire de Paris, vous repartez avec 17 petits trucs pour faire du citron. Aiguiser les couteaux. Voilà, vous avez 3 nouvelles serpillères. Voilà, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais lui, c'était dans la mort. Il avait spécialisé son truc là-dedans. Alors tu me disais que c'est à cette époque, comme aujourd'hui, la formule entre guillemets générale n'a pas changé. Donc quand on a, de composition des fluides. La formule a changé. C'est l'ossature de la formule qui n'a pas changé. La molécule active, elle a changé. Le reste n'a pas changé. Mais du coup, à cette époque-là, au 19e siècle, tout le monde utilisait à peu près les mêmes méthodes générales, ou on a eu des méthodes un petit peu plus loufoques? Est-ce que tout le monde respectait la législation sur l'embaumement? Ah bah législation, oui, il n'y en a pas. Donc du coup, à partir de là, tout le monde la respecte, il n'y en a pas. Donc c'est effectivement, il y a des techniques loufoques, mais des personnes comme l'une des techniques les plus, alors nous on dit loufoque, après lui était persuadé de son bon droit, c'est celle de Gaston Félix Variot. Gaston Félix Variot, je sais pas si vous voyez à peu près qui c'est. Dis-nous. Alors on est sur la personne qui a inventé les chaires de pédiatrie en faculté de médecine. Donc quand même, on est sur quelqu'un qui a un potentiel humain important. C'est lui qui a créé en 1892 les gouttes de lait de Belleville pour donner en fait du lait stérilisé et de bonne qualité aux mamans pour les enfants. Donc on est vraiment sur sur l'échelle de l'abbé Pierre, on a 8 quoi. Donc et parce qu'il y a toujours un petit et, c'est aussi le créateur de l'anthropoplastie galvanique. Alors qu'est-ce que l'anthropoplastie galvanique? C'est en fait le fait de prendre un corps. En plus, Variot, il avait à ses dispositions uniquement des corps d'enfants, donc c'est encore un peu plus glauque. De l'embrocher, de le mettre dans un bain d'ion métal, de faire passer de l'électricité pour que ça galvanise le corps. En fait, ça fasse du plaquage de métal. Et lui était persuadé que, du coup, après, soit on l'enterre comme ça, soit on fait un petit trou dans la gange de métal, on le passe au four et ça fait une urne funéraire qui représente exactement la personne. Lui était persuadé que il allait pouvoir définir un nouveau contexte funéraire avec des cimetières dans lesquels on n'aurait que des statues qui sont exactement la représentation de la personne, pour une raison très simple, c'est que c'est la personne. Donc il était persuadé de ça. Et l'anthropoplastie galvanique, on pourrait croire que ça reste un concept qui est resté théorique. En fait, non, il a pratiqué l'anthropoplastie galvanique. Les momies ont disparu, elles ont été volées après la Seconde Guerre mondiale, mais du coup, les momies ont bien été présentées à la faculté de médecine de Paris, puisqu'on a des représentations de ces momies. On a aussi des dessins de la presse qui étaient choqués aussi par la technique, qui représentent le laboratoire de Variot avec des bulles en métal, les crochets pour tenir les corps, etc. Et cette technique, lui, il y resté accroché jusqu'à la toute fin de sa vie. Donc ça, c'est une technique évidemment qui est un peu particulière. Après, on a évidemment la taxidermie humaine.
Voilà. Bon bah ça, pourquoi pas? On taxidermise des animaux, pourquoi pas des humains? Mais alors, du coup, tu peux nous expliquer, précisément ce que c'est la taxidermie, parce que pour moi, la taxidermie, tu vois, c'était juste, tu gardes l'extérieur, tu bourres l'intérieur de paille ou de je sais pas quoi, et puis voilà, tu vois, vulgairement, quoi. Ouais. Alors c'est à peu près le même concept, sauf que en fait ça a été théorisé par un Suisse qui s'appelle Matthias Mayer. Et Matthias Mayer en fait a fait des recherches pour définir ce qui était le plus observé par les familles en deuil. Donc il définit les mains et le visage et il estime que du coup la taxidermie doit être faite sur les mains et le visage et il estime qu'il faut faire un positionnement du corps. Donc il veut par exemple pour un cavalier le mettre sur un cheval, voilà. Et donc il théorise ça dans son ouvrage sur l'anthropotaxidermie. Euh, qui a fait, alors qui a pas fait scandale, hein, mais qui a pas eu de succès plus que ça. Il y a eu quelques corps de taxidermisés en France. Alors on a des fœtus de taxidermisés, mais les plus connus, en fait, c'est celui qu'on appelle l'espagnol de Montbrison, qui est un espagnol, en fait, qui a été rapatrié en France avec les armées napoléoniennes et qui est décédé à Montbrison en créant le musée à l'art et qui est toujours conservé au musée de Montbrison, qui est une taxidermie, malgré, bien qu'il ait été réclamé, en fait, plusieurs fois. Euh, alors, ces taxidermies humaines, elles étaient faites la plupart du temps au musée de l'Homme à Paris, puisque du coup, il y avait les frères Dessau, qui étaient spécialisés en taxidermie, qui pratiquaient ce genre de choses, qui sont ici responsables de la taxidermie humaine de celui qu'on a appelé El Negro, qui était en Espagne, qui a été alors démonté, on dit ça démonté, hein, et rendu en fait, et à qui on a pu faire des funérailles nationales. Mais il existe quelques taxidermies. Il existe quelques taxidermies. C'est pas les plus réputées, c'est pas celles qu'on voit le plus, mais il y en a. Alors, c'est vrai qu'on a, enfin, je veux dire, avec les corps plaqués métal, c'est des procédés un petit peu glauques, mais est-ce qu'il y a des trucs plus original? Je pense en fait, au fait, quand on a préparé l'émission, tu as évoqué le fait qu'un humain pouvait être transformé en meuble. Alors oui, ça, c'est la pétrification. Alors ça, c'est une spécialité italienne. Alors il faut, alors pour vous retracer la pétrification, il faut comprendre qui est Girolamo Segato. Girolamo Segato, c'est quelqu'un qui vit à Florence au moment où on est en plein boom de la découverte de l'Égypte par les troupes napoléoniennes. Donc on est vraiment, enfin Segato, il est à fond en fait dans ses découvertes. En 1836, il est vraiment passionné de ça et il décide de partir en Égypte pour visiter l'Égypte. Comme ça se fait beaucoup quand on a un petit peu de temps. Et il tombe passionné de momification égyptienne. Il voit ça, mais il comprend pas la momification égyptienne. Donc il se dit que la momification égyptienne, c'est une pétrification. C'est changer l'homme en pierre. Donc il va se dire, faut que je trouve cette technique. Alors, vous pourriez vous dire, là il nous raconte que des conneries parce qu'il n'y a pas de trace du passage de Girolamo Segato en Égypte. Eh ben si. En fait, quand on va au Met aux États-Unis, il y a le temple de Dendur qui est conservé, qui a été offert par l'Égypte, etc., qui est conservé dans le Met. Et ben à l'entrée du temple de Dendur, il y a des tas de graffitis, des personnes qui sont passées au 18e et 19e siècle et qui ont gravé leur nom sur la pierre. Et ben une de ces personnes, c'est Segato. On a la signature de Segato sur le temple de Dendur au Met. Et donc Segato revient à Florence. Et c'est un bon communicant, Segato. Il dit à tout le monde, je peux transformer l'homme en pierre. Donc du coup, il commence à faire, alors non pas des démonstrations publiques, mais il montre des parties préservées, donc des intestins d'enfants, il montre une poitrine de femme, jamais des corps complets. Hein. Il montre énormément de choses. On doit être à, je crois qu'il a prétendu avoir fait 290 conservations. On n'a pas la technique évidemment. Hein. Et malheureusement, Segato vient décéder. Il vient décéder, mais il est tellement réputé à Florence pour ses techniques que personne ne connaît d'ailleurs de pétrification, que c'est la ville de Florence, que c'est les habitants de Florence qui vont payer son enterrement et qui va être enterré dans Santa Croce, dans le Duomo à Florence. Et sur sa tombe, il y a un ouroboros avec un portrait de son visage, avec marqué s'il n'était pas mort, non, si sa technique avait été connue avant sa mort, il serait pétrifié aujourd'hui. C'est écrit sur sa tombe au plein milieu du Duomo, quoi. Et forcément, les pièces restent, mais la technique, personne ne la connaît. Mais c'est là que c'est intéressant.
parce que ça va tellement passionner d'autres chercheurs italiens que certains vont y parvenir. Et notamment quelqu'un d'assez exceptionnel qui est Marini. Efisio Marini, c'est un médecin qui s'ennuie beaucoup. C'est un napolitain. Il s'ennuie énormément. Donc, il va essayer plein de trucs. Et il va réussir quelque chose d'assez improbable. Il prétend avoir réussi à créer une technique de pétrification qui soit réversible. Sauf que, je vous l'ai dit, il s'ennuie beaucoup. Donc, il sait pas trop quoi faire avec ses corps, donc il décide de faire des meubles. Donc, il fait des petites tables très jolies, il fait énormément de choses, et l'Italie s'intéresse pas trop à lui, parce que du coup, il y en a beaucoup, hein, de gens comme ça en Italie. À Lodi, il y en avait un, etc. Mais Marini, c'est quand même le plus fondu. Hein. Et il va vouloir présenter tout ça à l'exposition universelle. Et à l'exposition universelle, Napoléon III passe devant la table. Et Marini lui dit oui, ma technique est réversible, etc., etc., etc. Et Napoléon III lui dit moi j'y crois pas beaucoup à votre truc. Par contre, j'ai Nélaton, c'est mon chirurgien à côté là. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va vous donner un pied de momie, vous allez le pétrifier et puis ensuite vous allez faire ça réversible. Et Marini ouais, il dit pas de problème. Et sauf que Nélaton, c'est vraiment un grand chirurgien militaire. Il a fait énormément de campagnes. C'est un très très grand chirurgien qui connaît en plaie militaire, ça doit être le mec qui s'y connaît le plus à l'époque. Et du coup, il dit, je vais lui donner un pied de momie égyptienne, on va rigoler. Et sauf que devant un parterre de journalistes, Marini arrive à faire saigner le pied de momie égyptienne. Ce pied est toujours conservé à Naples, hein, donc au musée d'anatomie de Naples. En étant très très étonné, Nélaton est obligé de confirmer la réalité de la chose et la pétrification de la chose. Et Marini devient la première personne à obtenir la Légion d'honneur en étant un étranger. C'est le premier à obtenir la Légion d'honneur. Et en remerciement, on va offrir une table pétrifiée avec un pied, 4 oreilles et du cerveau, de la lymphe, etc. qui est toujours conservé aujourd'hui au musée de la médecine à Paris, à la faculté Paris-Descartes, qu'on peut toujours voir. Et donc Marini rentre en Italie, il pense qu'il va pouvoir obtenir énormément de choses, notamment un poste à l'université qu'il a toujours rêvé d'avoir, et qui négocie en échange de sa formule. Les facultés italiennes ne s'intéressent pas du tout à ce qu'il fait. Donc du coup, il décède sans donner sa formule. On sait aujourd'hui qu'il se servait de bain de solvant et d'un petit arthropode marin dont la coquille est pleine de calcaire pour faire ses pétrifications, mais on n'a pas le tenant et les aboutissements de sa technique. Ce qu'on sait, c'est qu'il a vraiment pétrifié et qu'on a énormément de traces. Donc effectivement, on a des gens un peu particuliers en Italie qui créaient la pétrification humaine. Donc qui créaient des meubles à partir d'êtres humains. Tu nous parlais aussi d'un type qui avait ouvert un cabaret en Auvergne. Ah, Monsieur Granet. Alors, c'est pas vraiment un cabaret en fait. C'est alors Granet, en fait, c'est à Vivreolles, c'est en plein milieu de l'Auvergne. C'est quelqu'un d'assez particulier. En fait, c'est une sorte d'esthète local. Il s'intéresse à tout. Il s'intéresse aux artefacts de la Révolution française. Il s'intéresse aux monnaies anciennes, à plein de choses, plein de choses. Et c'est en même temps un géographe local. Et lorsque son père vient à décéder, il va créer une sorte de mini château, mais un peu façon Disneyland Paris. Un mini château très kitsch avec une énorme cheminée avec des armoiries qui se fait créer. Et dans la cave, donc c'est une cave, mais on descend par un escalier très exigu. Je vais vous expliquer l'intérêt de l'escalier juste après. Il a placé un cercueil dans lequel il y a de l'alcool et le corps de son père, avec un hublot, donc un blot en verre. Et le concept, c'est que il fait venir des touristes qui viennent de loin, parce qu'il y a même des touristes qui viennent des États-Unis pour venir le voir. Et en fait, il fait descendre les touristes dans la cave, il les fait boire un peu, il leur joue de l'accordéon, et à un moment donné, il va taper contre le hublot, et avec les vibrations, ça fait remonter le corps de son père, et il dit, alors, tu vois, elle est jolie celle-là, hein, papa. Et c'est le concept. Et en fait, il a fait faire des escaliers qui sont très très exigus pour pouvoir voir sous les robes des femmes. Donc voilà, Granet, c'était quelqu'un de très particulier. Mais le mini château existe encore, hein, et la tombe de Granet et de son père sont toujours présentes à Vivreolles. Incroyable. Alors depuis tout à l'heure, on parle de cette évolution des techniques, de la thanatopraxie, de l'embaumement, etc. Qui sont étroitement liées avec l'histoire de la médecine. Mais du coup, est-ce que justement des évolutions de la thanatopraxie ont permis des avancées en médecine? Souvent, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est la médecine qui a permis des avancées en thanatopraxie. Ça, oui. Des avancées médicales
Ah bah, en médecine légale, oui, la conservation des corps va permettre l'avancée de l'enquête en médecine légale. Donc ça s'est rapproché. Après, en médecine, est-ce que tu as une idée sous la tête? La pénicilline. Ah oui, mais alors ça c'est plutôt le corps mort, c'est pas la thanatopraxie. C'est le fait de récolter en fait sur les crânes des condamnés à mort le champignon, le pénicillium. Et effectivement, ça va aider. Et effectivement, la momie entre dans le corpus de l'Emery. L'Emery, c'est en fait c'est le grand corpus de pharmacopée, et on utilise la momie pour soigner les fièvres. On cite souvent François Ier, son pied de momie, etc. Et la mumia ou la momie est effectivement en pharmacopée quelque chose qui est très utilisé. En réalité, c'est souvent plus du bitume du județ qu'autre chose, mais on en a effectivement beaucoup, beaucoup. Et c'est dans tous les corpus de pharmacopée. La momie est très utilisée. Après, on a utilisé l'humain très tardivement en pharmacopée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, il y avait des traitements qui étaient effectués à base de graisse humaine, qu'on pouvait acheter en ampoule. C'était la graisse humaine clarifiée. Les collectionneurs cherchent tous des ampoules justement de cette graisse humaine. Vous avez énormément de choses qui ont été utilisées en médecine à base d'êtres humains. Aujourd'hui encore, on utilise des ferments et des bactéries qui se trouvent dans l'intestin de certains êtres humains pour recoloniser l'intestin d'autres êtres humains. C'est pas délirant. Qu'on soigne avec une autre personne, c'est assez logique. Après, le corps mort a toujours donné le corps mort et sa définition, parce que la définition de la mort a changé en permanence, a permis énormément de choses. Dans les années 80, on a fait, par exemple, évoluer la définition de la mort parce qu'on avait fait la première greffe cardiaque. Donc, on ne pouvait plus admettre la même définition de la mort parce que pour greffer un cœur, il faut qu'il batte encore. Donc, lorsqu'une personne était décédée suivant la définition des années 60, elle n'était plus apte à transmettre son cœur. Donc, on a fait varier la définition de la mort. La définition de la mort, elle varie tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Enfin, tout le temps. Pour des détails, souvent, mais elle varie. Et peut-être que du coup, elle variera dans le futur. Bien sûr qu'elle variera dans le futur. Pour clore juste pas cette parenthèse, parce que du coup c'est un gros morceau quand même, mais pour clore ce 19e siècle, tu nous proposais aussi de nous parler un peu de Tranchina en Italie. Tranchina, Giuseppe Tranchina. Tranchina. Moi j'ai fait allemand LV1. C'est la personne qui a développé en fait la première technique d'injection qui est encore utilisée aujourd'hui, carotidienne, en utilisant la carotide gauche parce que c'est la plus proche de la crosse aortique, donc on pouvait injecter beaucoup plus fort. Et c'est le premier à avoir utilisé un système de seringue justement pour injecter. Alors lui utilisait ce qu'il appelle du sanguino, donc un mélange d'arsenic et de cinabre, etc., pour justement conserver les corps. Et Tranchina, c'était quelqu'un qui, je le disais tout à l'heure, a pas accepté que sa technique soit réservée à des nantis et donc a publié sa technique gratuitement pour que tout le monde puisse y. Et après, il est décédé. Souvent, c'est un truc qui arrive chez l'être humain, ils font des trucs super et d'un coup, paf, il y a plus. C'est dommage quand même. À un moment donné, il y en a certains qu'on voudrait garder plus longtemps. Alors lui, Tranchina, c'est un peu bête. Il a succombé à cette espèce d'éthique des médecins. Je vais soigner autrui, tout ça. Enfin, le truc improbable. Et du coup, en fait, il y a eu une grande épidémie de choléra qui s'est développée à Palerme. Lui étant à Naples, il s'est dit tiens, je vais aller mourir avec les autres. Le truc qu'on se dit pas tous les jours. Et du coup, il est décédé très très vite en fait après avoir soigné 3-4 personnes. Donc en question de rentabilité, c'est quand même pas ça. Non, on n'est pas. Il aurait pu faire beaucoup plus de bien s'il était resté à Naples. Mais comment vous voulez convaincre? Enfin, il n'y a pas la télé, il n'y a pas tout ça. On peut pas. Les gens s'ennuient. On s'ennuie beaucoup au 19e. J'étais en train de penser à un truc. T'as dû sûrement peut-être les visiter, mais quand on visite les catacombes de Paris, où c'est la partie publique, du coup, qui est assez impressionnante quand même, quand on voit tous ces ossements, au début du parcours de visite, il y a pas mal de photos avec des corps mis en scène. Ouais, alors après, des catacombes, il y en a plein. Les catacombes les plus connues, c'est celle de Palerme, avec Rosalia Lombardo, la vierge des thanatos et des embaumeurs. Et tu sais, là, c'est des photos. C'est des photos, en fait, où t'as des gens qui se mettent en scène avec le corps de quelqu'un de leur famille, ou... Oui, c'est des photos post-mortem, sur lesquelles on repère souvent le mort parce que c'est le seul qui bouge pas, donc qui est net.
Les autres sont flous parce que le temps de pause faisait que du coup on bougeait. Photographie post-mortem, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement répandu. On en trouve beaucoup, 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 beaucoup. C'était souvent la seule photo qui était réalisée de la personne parce que du coup ça coûtait quand même très cher. Hein. Mais alors non, je vois pas ces photos-là parce que du coup moi quand je rentre dans les catacombes de Paris, je me retrouve en plein milieu du Seigneur des Anneaux. N'entrez pas ici, ce truc est peuplé par les morts. Donc du coup d'un coup je suis dans un autre monde. Mais j'ai pas non, j'ai pas vu les photos à l'entrée. Mais c'est les photos post-mortem classiques, je pense. Oui, mais en tout cas, ce que je me fais la réflexion du fait que et- je me demandais à quel point ça pouvait être répandu à un moment donné, ces photographies post-mortem, et du coup, quel le lien ça pouvait impliquer avec justement le milieu de l'embaumement, quoi. Alors techniquement parlant, il fallait effectivement les préparer pour qu'ils soient plus acceptables, gommer les rictus de la mort, etc. Des photos post-mortem, il y en a eu énormément. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup, beaucoup. On faisait des photos souvent pour le mariage, etc. Mais en photographie post-mortem, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, effectivement, on préparait les corps avant pour qu'ils soient lisses et justement gommer les rictus de la mort pour éviter d'avoir les bouches ouvertes, les machins, trucs. Mais le rapport direct avec l'embaumement, pas vraiment. Ça fait partie des souvenirs funéraires. Des souvenirs funéraires, il y en a énormément. Comme je disais, des cadres de cheveux. Enfin, ça, c'est une médaille funéraire lyonnaise. En fait, c'est un jeton. Je vous montre l'autre côté. C'est un jeton qui était offert aux personnes en fait qui venaient assister aux funérailles. Je vais essayer de me fixer aux funérailles en fait de Madame Janon, qui était une jeune fille qui était décédée. Et du coup, la famille, pour remercier les gens qui venaient à l'enterrement, leur donnait des petites médailles, des petits jetons. Ça, c'est super à collectionner. Il y a énormément de choses comme ça, des souvenirs funéraires, il y en a une quantité dingue. Mais même au niveau plus, on va dire plus élevé, les professeurs de médecine ont tous eu leurs médailles, tous systématiquement, on en retrouve énormément. On retrouve des médailles funéraires aussi pour les grands assassinats ou les grands. Alors, est-ce que j'en ai une que je peux voilà, ça par exemple. Ça, est-ce que vous voyez ce que c'est? Oui. Ça, c'est une médaille populaire qui a été frappée pour l'assassinat de Sadi Carnot. Donc, c'est des médailles populaires qui étaient frappées et vendues dans la rue par les anarchistes pour glorifier l'assassinat de Sadi Carnot. On a toujours, en fait, fait du souvenir funéraire. Alors, soit un peu festif, comme cette médaille, en fait, de l'assassinat, soit plus familial et autres. On a toujours développé du souvenir funéraire. Donc, les cheveux ont été très utilisés. On a utilisé les dents aussi. On utilise énormément de choses. Le souvenir funéraire, c'est quelque chose de très sympathique. Et vous pouvez en acheter sans vous en rendre compte dans les brocantes aujourd'hui. Tout à l'heure, tu nous parlais effectivement du fait que le camarade qui a fait des meubles avait été intrigué par les momies de l'Égypte. Justement, le 19e siècle, et du coup les expéditions de Napoléon en Égypte, etc., ça a influencé beaucoup de monde, peut-être, ce folklore des momies, et ça a participé à tout ça? Ah oui, oui. Alors, ça a participé d'une façon très particulière, c'est que les momies égyptiennes sont peut-être pas les plus anciennes, mais elles sont très visuelles. Du coup, forcément, lorsque vous ramenez énormément de momies, et on a ramené beaucoup de momies, pas forcément d'ailleurs des momies cultes égyptiens purs, on a ramené des momies coptes aussi beaucoup, et en fait, ces momies sont très visuelles, très colorées, très belles, très bien faites, et surtout, on peut jouer avec. On arrive, en fait, on peut faire des lotos, c'est-à-dire qu'on vend des tickets pour acheter un certain nombre de débandelettages, et quand il y a des amulettes qui tombent, elles sont pour soi. Donc, on va utiliser les momies égyptiennes et on va s'amuser beaucoup avec. Mais les momies égyptiennes, on a fait beaucoup de choses avec. On s'est servi en fait des bandelettes pour faire du papier, donc pour imprimer des livres. On s'en est servi aussi pour, comme on disait tout à l'heure, en pharmacopée. On s'en est servi pour fertiliser les sols. On s'en est servi pour faire avancer les machines à vapeur. On s'en est servi pour emballer du chocolat. On s'en est servi pour beaucoup, beaucoup de choses. La momie égyptienne, ça a servi énormément. Et c'est beau. Donc après, voilà, c'est très beau. Et dans l'imaginaire collectif, je veux dire, moi, quand j'étais petit, j'allais dans les musées, musée Guimet à Lyon, des trucs comme ça. Les momies égyptiennes, c'est toujours magnifique. C'est même un peu trop beau. Moi, c'était pas. Je préfère les momies un peu plus humaines, qu'un des petits défauts. Mais là, c'est vrai que c'est toujours très très beau. Hein. Moi, quand j'emmène mon fils qui a 3 ans voir des momies, c'est toujours, il adore. Il adore.
Et ça fait que après on est fan de Brendan Fraser, que du coup c'est le premier film qu'on pirate quand on a 14 ans et que ça tient sur 2 CD dans une qualité toute pourrie. Enfin voilà, c'est le concept. C'est le concept. Après le XXe siècle, le 19e siècle, on arrive au XXe siècle. Le début du XXe siècle, c'est un peu particulier puisque on arrive dans des conflits qui engendrent un certain nombre de morts. Là, je pense à la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il y a eu un changement avec ce conflit dans l'approche justement de la mort? Alors oui, il y a eu plusieurs changements. Il y a eu un premier changement qui est celui assez simple de se dire que on a vu trop de morts. Donc du coup, il n'y a pas un village, enfin si je crois d'ailleurs il y a un village en France qui n'a pas eu de mort pour la Première Guerre mondiale ou un truc comme ça. Et du coup, on n'a plus envie d'avoir, de présenter autant de morts parce que de toute façon, il n'y a plus grand monde pour venir les voir. Et surtout, la génération qui est décédée pour la Première Guerre mondiale, c'est une génération de travailleurs. C'est des jeunes qui travaillaient la terre, qui travaillaient dans les usines, etc. Et du coup, pour prendre la suite, les femmes donc ont travaillé et on n'a pas le temps d'avoir des rites funéraires qui sont aussi longs qu'au 19e siècle parce qu'il faut produire, il faut faire redémarrer la machine. Donc du coup, on se remet très très vite au travail. Et c'est vrai que les funérailles vont passer d'un concept collectif à un concept qui est beaucoup plus privé. Donc on va rentrer le corps à l'intérieur en fait de la famille et ça va changer pas mal de choses parce que ce côté privatif des funérailles va s'ancrer définitivement. On va plus retourner à des funérailles collectives, sauf dans des cas très particuliers de stars, Lady Diana, enfin voilà, Jean-Pierre Foucault un jour, enfin tout ça. Drucker, peut-être. Drucker, non jamais. Il est immortel. Ou peut-être son chien. Et en tout cas, enfin ça c'est voilà. Là on a des funérailles collectives, mais sinon on est passé vraiment de la funéraille individuelle et de la funéraille privative. C'est le premier conflit mondial qui a commencé à amorcer ce changement et qui s'est défini complètement après la Seconde Guerre mondiale. Et quel impact ça a eu justement sur le milieu de l'embaumement? Eh ben, une diminution énorme des pratiques de l'embaumement, la disparition des sociétés privées à une exception, Bernard Gélan, qui était une société en fait privée qui s'occupait essentiellement de rapatriement et qui a beaucoup travaillé après la Première Guerre mondiale en rapatriant les corps des soldats américains, anglais, canadiens, etc. décédés. Sinon, pour la société française, eh ben, il y a plus quasiment d'embaumeurs, parce qu'on parle pas encore de thanatopracteurs, hein, le terme a commencé dans les années 60, hein, d'embaumeurs, il y en a plus eu beaucoup. C'était surtout des sociétés justement étrangères qui rapatriaient des corps. En France, on ne présentait quasiment plus les corps, sauf, comme je le disais, les actrices, les prélats importants, des personnes qu'on voulait présenter. Sinon, la plupart du temps, effectivement, on faisait une simple veillée, on ne conservait plus le corps. Et alors, au cours du XXe siècle, on a eu d'autres grandes avancées. Pas tant que ça, non, puisque du coup, le formol, en fait, alors on pourrait parler du formaldéhyde qui a été découvert au milieu, enfin, deuxième partie du 19e siècle, qui est devenu, avec Alain en 1910, la molécule utilisée pour la conservation des corps, d'ailleurs, d'abord en secteur médical, hein. Et puis, on pourrait rendre hommage aux Belges qui, parce que le formaldéhyde, à la base, c'est un gaz. Et c'est les Belges qui se sont dit à un moment donné, si on créait des étuves, notamment les frères De Vetter qui ont inventé la police scientifique belge, qui se sont dit si on créait des étuves pour conservation des corps, et qui l'ont importé en France. Et en France, ce sont les personnes qui créaient les lampes de Fabergé, qui ont créé des charrettes qu'on pouvait louer soi-même pour conserver le corps de mamie. Et du coup, vous mettiez le corps à l'arrière vous-même, vous craquiez une cartouche de formol, et puis du coup, ça, le lendemain matin, on récupérait le corps tout bien conservé, etc. Il n'y avait plus qu'à le bien le positionner. Après, on a commencé à utiliser le formaldéhyde sous forme liquide, ce qui était beaucoup plus stable. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, tout ce qui a changé, c'est les dosages, hein. Et du coup, parce que on l'a vu à partir de sur tout le chapitre du 19e siècle, on a eu quelques audacieux qui ont testé des nouveaux procédés. Aujourd'hui, il y a quand même des recherches aussi dans certains labos ou autres qui tentent d'améliorer les choses ou pas du tout, il n'y a pas d'intérêt en fait. Il pourrait y avoir possibilité d'améliorer les choses en termes de transition écologique, parce que le formaldéhyde est quelque chose qui pollue énormément.
Qui améliorerait d'ailleurs l'image de la thanatopraxie contemporaine sur la conservation des sols, etc. En termes de technique, les thanatopracteurs français sont extrêmement avancés. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement comment conserver les corps et en plus avoir un rendu qui est vraiment exceptionnel. Ils sont à la pointe là-dedans. Hein. Après, effectivement, il y a des possibilités d'intervenir et de créer des choses sur différentes pathologies. On peut parler justement du traitement des ictères, ce qu'on appelle vulgairement la jaunisse, qui est un peu plus complexe parce qu'elle demande un peu plus de maquillage. Et les Japonais ont créé un fluide à captation de la bilirubine. La bilirubine, c'est la molécule qui fait la jaunisse et du coup, en fait, qui permet de justement de détruire ceci par l'intervention de d'UV, qui est très intéressant. Mais ce qui signifie avoir un appareillage qui est très important. Et malheureusement, les thanatopracteurs sont des nomades. Ils vont de laboratoire en laboratoire. Ils ont déjà beaucoup de matériel à transporter. Et du coup, avoir du matériel en plus, c'est complexe. Enfin, les avancées qu'il y aura seront sur les fluides, forcément, pour éliminer le formol, parce que le formaldéhyde est quelque chose qui nuit aux praticiens, à la famille et à la société en général avec la pollution. Sinon, sur la conservation des corps, les thanatos français sont les meilleurs au monde. Hein. Je vais pas jouer les chauvins, hein, mais c'est quand même les meilleurs au monde. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ça reste quand même compliqué d'aller conserver un Jean-Paul II qu'on fait au soleil pendant 2 semaines. C'est compliqué au bout de 2 semaines, quoi. C'est pas que c'est compliqué, c'est que il faut voir le contexte. On est en Italie, un pays qui ne pratique plus l'embaumement depuis quand même pas mal de temps, et du coup, on a une personne qui décède. Faut agir très vite. Il y a le contexte politique, etc., qui fait qu'on veut faire intervenir quelqu'un d'Italie. On fait intervenir l'IML de Rome, quelqu'un qui pratique pas forcément l'embaumement et qui a, enfin, je veux dire. C'est très complexe. Hein. De plus, le corps était déjà sans doute dans un état pas exceptionnel. C'est vrai, il y aurait eu beaucoup de choses à dire sur l'embaumement de Jean-Paul II. Après, il faudrait d'abord voir les données techniques, voir ce qui a fait qu'il était dans cet état-là et autres. C'était pas forcément une très belle réussite, mais il y a eu d'autres papes qui sont décédés dans des circonstances. On a des papes qui ont explosé, on a des voilà, et qui ont blessé les gardes suisses d'ailleurs. Hein. On veut cette histoire. C'est en fait donc un pape. Je vais pas dire lequel, vous rechercherez, ça peut beaucoup vous amuser. Mais si, mais dis-le non. Non, vous chercherez. Au XXe siècle, avant de décéder, est très ami avec des Napolitains. Alors, j'aime beaucoup les Napolitains parce que Naples, c'est quand même la ville de la mort. On a inventé l'opéra là-bas, il y a la mort partout, etc. Pas de problème. Mais à Naples, il y a aussi la Camorra. Et en fait, les amis du pape lui disent, tu sais quoi, quand tu vas mourir, nous, on a une technique d'embaumement magnifique. Tu vas être dans un état nickel. Sauf que le pape décède à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes. Et le médecin en question arrive. Et sa technique de préservation, c'est poser, et c'est pas une blague, hein, c'est pas pour insulter qui que ce soit, c'est poser des sacs poubelles avec des plantes sur le corps du pape, en se disant ça va marcher. Les journalistes arrivent, il y a forcément 2 gardes suisses à côté, sauf qu'il fait chaud à Castel Gandolfo, et le pape est décédé en été. Donc le corps gonfle, il explose, il y a une côte qui arrive en pleine face d'un des gardes suisses qui est blessé, et on va essayer de cacher tout ça. Voilà, c'est l'histoire du pape qui explose. Il y en a eu plein. Après, on a exhumé aussi des papes à qui on a fait des procès une fois qu'ils étaient morts, le pape Formose, etc. Il y a eu plein d'histoires. Mais celui-ci, ce pape-là, il est juste génial parce que du coup, c'était de sa faute. Hein, c'est lui qui avait voulu. Hein, et l'embaumeur n'a jamais eu de problème. Il a fini sa vie en écrivant sa biographie en disant qu'il avait eu raison de faire ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, je laisserai tous les gens qui sont en train de nous écouter googler histoire du pape qui explose. Cherchez, ça va vous plaire. Il nous reste un peu moins d'une demi-heure, donc on va passer aux questions peut-être que les gens se posent. Avant ça, moi j'avais une question que j'avais déjà un peu abordée avec toi quand on a eu notre première conversation. Est-ce qu'aujourd'hui les corps se préservent naturellement mieux qu'avant, à cause de notre alimentation, par exemple, ou je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Alors oui, parce que en fait,
Évidemment, c'est l'alimentation. On consomme des conservateurs alimentaires tout au long de notre existence, de plus en plus, etc. En plus, on passe maintenant aux nanoparticules alimentaires qui permettent de moins grossir, mais qui ont un effet qui se coule différent. Et tout ça va être stocké dans les cellules. Et effectivement, il va y avoir une conservation de corps naturelle qui fait que le corps va se décomposer en beaucoup plus de temps, voire pas du tout. Et on assiste aujourd'hui à la fermeture de certains cimetières parce que il faut faire des rétentions de corps, donc réduire de réductiontoire, réduire les corps pour mettre des nouvelles personnes dans des tombes. Et ce n'est possible que si le corps est décomposé. Or, si le corps n'est pas décomposé, on peut pas faire de réduction de corps. Donc, on peut pas mettre une nouvelle personne. Donc, le cimetière est fermé. Et donc ça, on a une idée aujourd'hui à peu près des stades entre guillemets de décomposition d'un corps, encore une fois lambda dans un cimetière. Des stades, non. Par contre, je peux vous dire, si vous voulez pas vous décomposer après votre mort, il faut abuser des M&M's. Ah super, je vivrai éternellement. Voilà. Voilà, les M&M's, ça doit être le produit qui conserve le plus de nanoparticules, etc. Donc du coup, oui, il y a pas de problème. Ou sinon, il y a toujours moyen. Et puis, il faut voir aussi les raisons pour lesquelles on décède. Aujourd'hui, on décède le plus souvent à l'hôpital avec des chimiothérapies et autres. Or, les chimiothérapies, ce sont des métaux lourds. Donc, ça intervient aussi sur la conservation des corps. Les métaux lourds conservent les corps. Donc, il y a forcément des interactions médicamenteuses et autres. Après, le temps de décomposition d'un corps, aujourd'hui, on estime que c'est entre 5 et 7 ans. En secteur directement cimetière. Hein. Ça peut aller plus vite, ça peut aller moins vite. C'est sans doute peut-être une piste d'avenir pour les praticiens de la mort, de pouvoir injecter à certains corps pour faciliter la décomposition des corps, certains produits. Il y a des produits naturels qui permettent d'accélérer la décomposition d'un corps. C'est pas réservé qu'à la mafia. Donc, du coup, voilà, il y a des possibilités autres. Le thanatopracteur, aujourd'hui, conserve le corps, mais il n'y a qu'un pas à faire pour que demain, il facilite la destruction du corps, ce qui peut être un enjeu de société pour demain. Et il n'y a rien de mieux qu'un thanatopracteur pour s'occuper d'un corps mort. Il sait faire, il sait quoi faire. Bon, on se parle de M&M's, du coup on nous dit qu'il faut éviter le coca aussi. Coca zéro. Le coca zéro. Pourquoi le coca zéro en particulier? Parce que le coca zéro, dedans, il y a de l'acésulfame K. L'acésulfame K, a dépassé une certaine température, se convertit et se désagrège en formaldéhyde. Donc c'est du formol quoi. C'est du formol dans les canettes de coca. Zéro. Mais du coup, moi qui bois beaucoup de coca zéro, si on me laisse un peu trop au soleil, je devrais un peu moins souffrir. Il faut être très honnête, beaucoup de choses permettent de conserver un corps. Et puis l'alimentation, on n'est pas tout. Enfin, faut pas non plus, on n'est pas débile. Je vais dire, on sait très bien que si un aliment est ultra transformé, à un moment donné, faut pas se leurrer non plus. J'en bouffe comme tout le monde, hein. Mais je suis conscient du truc. Et on est tous conscients du truc. Il n'y a pas de, je veux dire, ça, je le dois pas qu'à la raclette, hein. Voilà, c'est. Tu nous as dit tout à l'heure que la thanatopraxie, ça apparaît dans les années 60. C'est le nom qui apparaît, c'est la pratique qui englobe quelque chose de plus, c'est quoi? Non, c'est le nom apparaît en 1963. Il est créé en 1963 parce que du coup, en France, à cette époque-là, on travaille surtout avec du carboglace. Ce sont des blocs de glace qu'on met sous les corps, sous les tables, etc., qui permettent de conserver les corps, qu'on utilise encore des fois aujourd'hui en situation rituelle. Mais la thanatopraxie n'est quasiment plus utilisée dans les années 60. Donc il y a un entrepreneur, Jacques Marette, qui va relancer un peu la thanatopraxie avec René Chatillon. Et du coup, il va relancer ça. Alors, il a des gros problèmes pour trouver des opérateurs qui savent faire. Il part aux États-Unis pour se former. Et au Canada aussi. En fait, il y a toute une histoire de la thanatopraxie après les années 60, qui est empreinte de mythes et autres. Mais c'est vrai que la thanatopraxie s'est relancée en France officiellement à partir de 63. La réalité des faits, c'est qu'elle se relance vraiment à partir des années 90-2000, où là, on va avoir beaucoup plus de corps qui sont travaillés, plus d'opérateurs. Ça va changer la donne. Mais oui, effectivement, thanatopraxie, c'est 63. Le terme, c'est 63. D'ailleurs, la plupart du temps, quand quelqu'un meurt et qu'on doit s'occuper de son corps, le thanatopracteur est seul ou alors c'est une équipe? Ah il est tout seul. C'est assez rare qu'il soit deux, sauf s'il a une stagiaire. Non, le thanatopracteur travaille seul. Et ça fait partie du service extérieur des pompes funèbres. Donc en fait, il n'est pas directement sous la demande de la famille, c'est sous la demande du pompe funèbre qui a fait la demande à la famille. C'est une option. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un soin de thanatopraxie pour vos défunts ni rien. Vous pouvez avoir une simple toilette ou rien du tout. Vous avez tout à fait le droit d'avoir rien du tout. C'est vraiment une option, hein. Mais c'est service extérieur des pompes funèbres.
On nous demande pour l'embaumement de Lénine. Est-ce que C'est un embaumement rétrévien standard. Après, il est conservé dans une bulle en verre qui, avec du gaz et surtout l'embaumement est refait assez régulièrement. Enfin, du moins les retouches sont faites assez régulièrement. C'est quelque chose qui coûte très cher. Du coup, d'ailleurs, il y a des débats à peu près tous les 2-3 ans sur savoir si est-ce que on continue à conserver la momie de Lénine, etc. Parce que le coût est important. Techniquement parlant, il n'y a rien de phénoménal dans la conservation de la momie de Lénine. On a la même sous énormément de corps de politique. La conservation du corps politique est quelque chose d'assez intéressant parce que du coup, il y a un enjeu derrière. Il y a un enjeu politique et il y a beaucoup de momies qui ont été conservées par enjeu politique. On pourrait parler d'Evita Peron, on pourrait parler de toutes ces personnalités qui ont été conservées et présentées par enjeu politique. On nous parle des têtes réduites. Est-ce que ça, c'est la technique un peu particulière? Est-ce que tu connais un peu le procédé? Tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, ce que c'est d'abord et ensuite comment on fait? Alors, la conservation des têtes, donc les Tsansa, on appelle ça, certaines tribus appellent ça les Tsansa en Amérique du Sud, elle est relativement simple en fait. On va faire une ouverture sur l'arrière du crâne, on va récliner la peau du crâne, retirer le squelette et ensuite on va apposer, après avoir fermé les ouvertures, donc les yeux, la bouche, le nez, on va placer à l'intérieur des galets chauffés pour que ça se rétracte au fur et à mesure et donc obtenir une tête réduite. Donc c'est pas quelque chose qui techniquement est très complexe, mais c'est quelque chose qui marche très très bien. Après la conservation des têtes, on peut parler des mokomoke aussi, qui sont des têtes non réduites mais tatouées et conservées en Océanie. Il y a tout un tas de conservation de têtes. Les Celtes aussi pratiquaient la conservation des têtes avec un tannage par l'urine. Il y a beaucoup de types de conservation. Les têtes réduites, c'est pas extrêmement complexe au niveau technique, c'est très visuel. On en présente une dans l'exposition momie justement de Toulouse, qui vient du musée de l'Homme. C'est toujours très joli, mais techniquement parlant, c'est pas très compliqué. On a des questions autour des momies égyptiennes et de savoir quelles ont été leurs autres utilités au 19e siècle. Au-delà d'inspirer certains sur des procédés, on nous parle d'engrais ou choses comme ça. Effectivement, on s'est servi en fait de la momie égyptienne comme d'un engrais. Donc broyé, on s'en est servi comme de l'engrais. On s'en est servi dans la pharmacopée, comme je l'ai dit. On s'en est servi des bandelettes surtout pour faire des ouvrages, pour s'en servir pour faire de la pâte à papier, notamment aux États-Unis. On s'en est servi pour enrober du chocolat, ce qui a déclenché certaines maladies. On a arrêté très vite. On s'en est servi pour alimenter les locomotives à vapeur. On a brûlé beaucoup de momies égyptiennes comme ça. On s'en est servi comme déco. Dans les musées, dans les maisons personnelles. Ça a donné des choses exceptionnelles comme la momie de Zagreb avec la langue étrusque utilisée sur les bandelettes. On s'en est servi pour plein de trucs, comme jeu de société. Je vous disais, pour le débandelettage. Le débandelettage des momies, c'est quand même le jeu de société du 19e, où on achète donc par des billets qui vous donnent droit à un certain nombre de tours de bandelettes. Voilà. On s'est servi beaucoup de la momie égyptienne. C'est une sorte de strip poker, mais version momie, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, on s'en est servi énormément. C'est un imaginaire collectif, la momie égyptienne. Je veux dire, si on ne peut parler que du film d'horreur, la Hammer reste, l'utilisation de la momie égyptienne reste exceptionnelle. C'est notre enfer collectif, la momie égyptienne. En même temps, c'est beau, en même temps, ça fait peur. C'est la dualité totale. Alors, on a une question de quelqu'un qui dit mais alors les gens, on les a trempouillés ici ou là, on les a cuits, machin. Est-ce que pour préserver des corps, on a pu les fumer? C'est la technique de préservation nord-américaine. En fait, c'est souvent de la technique de population nomade où on utilise la fumigation en fait des corps pour justement pouvoir les transporter. Ça a le double intérêt de les conserver de façon intéressante et en même temps d'alléger la dépouille. Et du coup, en enlevant l'humidité du corps. Donc c'est tout simple, on prend un tipi, on met le corps sur un échafaudage et en dessous on allume un feu avec des plantes qui dégagent énormément de fumée et puis on attend que le corps soit complètement desséché. Mais au final, les techniques de préservation anciennes des corps sont très proches de l'alimentation. La momification égyptienne, elle vient de la conservation des corps alimentaires, des techniques alimentaires, ni plus ni moins, sans vouloir. À la base, c'est de l'observation de techniques de conservation alimentaire. Oui, donc on peut saler, on peut. C'est ça, une momie égyptienne, c'est du natron. Le natron, c'est du sel. Donc oui, on peut saler. On peut saler, on peut plonger dans l'alcool, on peut dessécher, on peut
on peut conserver le corps avec énormément de techniques différentes. Quelqu'un qui se pose la question de savoir si il y a déjà eu des tentatives d'arnaque à la momification naturelle miraculeuse, par exemple avec on tente d'embaumer quelqu'un pour le faire passer pour un saint qui ne pourrirait pas, ou des choses comme ça. Alors, il y a eu plusieurs tentatives d'arnaque à la momification. Au 19e siècle, on produit beaucoup de fausses momies égyptiennes. Vous en avez quelques-unes qui sont conservées dans les musées. Il y en a une à Rouen, il y en a une au musée à l'Art aussi à Montbrison. Des fausses momies égyptiennes, c'était la spécialité d'un taxidermiste et d'un entrepôt qui s'appelait Boitard, qui fabriquait des fausses momies égyptiennes. Après, des fausses momies de saints, non, parce que très souvent, on déclare la personne saint après avoir découvert le corps conservé. Bon, après, des fausses reliques, ça reste quand même une grande spécialité du Moyen-Âge, etc. Il y en a eu énormément. Il n'y a pas de doute là-dessus. Après, des faux corps conservés, il est assez rare. Les conservations miraculeuses, lorsqu'on en parle par exemple de Sainte Catherine de Sienne, etc., techniquement pourraient être. Alors, là, attention, hein, je pense parce que je l'ai pas étudié en tant que tel. Elle pourrait sans doute être expliquée, mais est-ce que ça a un intérêt directement? Je veux dire, ça rentre dans le cultuel, dans le spirituel. C'est pas forcément un grand intérêt. Après, il faut savoir qu'il reste quand même une part de mystère importante dans la préservation des corps. C'est ce qu'on appelle la saponification, qui est quelque chose de très particulier, en fait, qui est un procédé naturel qu'on n'arrive pas à vraiment maîtriser. Qui permet en fait à la graisse sous-cutanée de passer à travers la peau et de conserver le corps. Alors ça se pratique, ça se fait en milieu naturel, autant humide que sec, ça se fait dans plein de milieux. On a retrouvé par exemple dans les fosses communes de la guerre d'Espagne des corps dont le cerveau avait été saponifié, avait été conservé, mais tout le reste du corps n'existait plus, donc des squelettes avec des cerveaux. Alors là, c'était dû à deux choses. C'était dû au fait que les balles utilisées étaient de très mauvaise qualité. Lorsqu'elles restaient dans la boîte crânienne, le métal imprégnait les tissus du cerveau et donc conservait le cerveau, mais le reste était totalement détruit. C'est quelque chose qu'on maîtrise relativement mal, la saponification. On connaît la base, on sait comment ça peut se déclencher, mais ça se déclenche dans plein de milieux différents, donc c'est assez particulier. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil. Il y a un mystère scientifique. Pour l'instant, on n'a pas les capacités de le résoudre. On le résoudra sans doute plus tard, ou pas. Mais après, tout ce qui rentre dans le domaine du cultuel est respectable aussi. Tout ce qui est odeur de sainteté, conservation miraculeuse, etc. Il y a forcément des corps où on a le doute. Vraiment, on a le doute. Voilà. Après, il y a des corps où, effectivement, il y a des techniques de conservation derrière, et ça change pas grand-chose. L'intérêt, c'est ce qu'on met dedans. On nous parle aussi du futur, entre guillemets, et de la préservation des corps et de certaines techniques comme la cryogénie. Qu'est-ce que ça vaut? Est-ce qu'on met ça dans la même case? Alors, c'est pas vraiment le futur parce que c'est déjà actif aux États-Unis. Bon, ça coûte très très cher. Ça n'a pas de sens, à part dans Star Wars. Mais c'est pas la technique du futur, loin de la technique du futur. Il y aura des techniques du futur, il y a aucun doute, hein. Mais c'est pas la cryogénie, parce que la cryogénie finalement c'est l'azote liquide. L'azote liquide en termes de réversibilité, j'y crois pas trop. Il y a voilà, je vois pas l'intérêt. Et puis surtout c'est pas le même concept. On conserve dans le but de réanimer quelqu'un après. Alors, si vous dites à un thanato aujourd'hui, tu conserves dans le but de réanimer quelqu'un après, il va douter sur le fait de lui percer le cœur et de percer les intestins et tout ce qui va avec, quoi. Oui, parce que du coup, dans la cryogénie, il n'y a pas cet aspect-là, du coup. Puis on garde. C'est une cuve, en fait, simplement, dans laquelle on plonge le corps, et puis voilà, c'est pas vraiment c'est pas de l'embaumement, c'est juste placer le corps dans une cuve. C'est quasiment de la conservation naturelle, sauf que ce qui est utilisé pour conserver, c'est pas naturel. C'est tout. Est-ce que tu aurais des références de bouquins à conseiller aux gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à l'histoire de l'embaumement, que ça soit en général ou même t'as parsemé cet entretien de plein de petites anecdotes vraiment cool que les gens adorent, peut-être voilà des bouquins avec ce genre d'informations? Je vais vous citer un des miens, La petite histoire de l'embaumement en Europe au 19e siècle, qui peut vous faire rire. Après, il y a Anne Carroll qui a écrit des bouquins qui sont très bien sur l'histoire de l'embaumement. Notamment l'embaumement, une passion romantique sur l'embaumement au 19e siècle.
Après, il y a la collection Dilaceratio Corporis, qui est une collection en fait de que sais-je sur la mort, qui est très bien. Je dis pas ça parce que je la dirige. Et vous avez non, en fait sur la mort, il y a quand même énormément de choses, mais il faut revenir au basique pour comprendre la mort. Je pense que Daniel Alexandre Bidon avec la mort au Moyen Âge, c'est essentiel. Je pense que Philippe Ariès, c'est essentiel. Je pense qu'il faut Louis-Vincent Thomas, c'est essentiel. Michel Vauvel. Il faut recommencer par les classiques parce que ils sont indémodables, les classiques de la mort à ce niveau-là. Enfin les quatre là que j'ai cités sont vraiment à lire de façon enfin faut les lire au quotidien, faut les avoir sur sa table de chevet. Après sur tout ce qui est histoire de la mort aujourd'hui, j'ai lu un truc qui était plutôt pas mal qui était l'esthétique de la charogne. Je me souviens plus du nom de l'auteur, mais qui était plutôt bien. Après Des livres qui restent accessibles au grand public? ouais, bah ça c'est accessible au grand public. Hein. C'est une espèce de livre de philosophie, mais pas vraiment. C'est intéressant. Après, vous avez tout ce qui est, bah il y a les BD, La Petite Mort, parce que c'est juste rigolo et c'est fort. Enfin, c'est intéressant quoi. Je vous conseillerais bien euh, des choses comme Patrick Beau qui fait des choses intéressantes. Il avait fait un épisode sur la mort et la momification qui était intéressant. Après, il y a énormément de documentaires Arte sur la mort qui sont vraiment très très bien. Après, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller sur la mort? Bah évidemment bah non, des documentaires, je vous ai dit, des films, il y en a pas beaucoup, des très intéressants. Moi vraiment, si je devais conseiller à quelqu'un de dire des choses sur la mort, je dirais Vauvel et Daniel Alexandre Bidon parce que c'est et puis bon bah Philippe Ariès quoi. Voilà. Parce que ça coûte pas cher, parce que c'est en poche et que c'est toujours passionnant. Et toi alors, qu'est-ce que t'as à nous vendre? Autopromo. Tu as déjà casé ton bouquin, mais... Moi j'ai pratique de la Thanato, mais bon bah ça s'offre mal à Noël. Parce que bon, c'est un peu compliqué, il y a des photos dedans. Après, bah, moi j'ai l'exposition de Toulouse qui est passionnante, dans laquelle j'ai prêté aussi des pièces, qui est vraiment super au musée d'histoire naturelle de Toulouse. Après, moi qu'est-ce que j'ai à vendre? Bah rien du tout. Moi mon objectif, notamment en participant à ça, déjà c'est un grand honneur de pouvoir participer à ça. J'étais très étonné de pouvoir être invité parce que on se dit toujours que on va intéresser que les personnes au jour de l'an qui vont vous dire, eh ben moi ma grand-mère. C'est tout. Non, moi j'apprécie beaucoup d'avoir été interviewé dans ce concept-là parce que je trouve que il y a un formidable travail de. Alors, je vais pas dire vulgarisation parce que ça a toujours un côté péjoratif, même si vrai ou non, mais il y a toujours un côté péjoratif. Mais de rendre accessible l'histoire par des chaînes comme la tienne, sans vouloir faire du lèche-boule, hein, c'est pas le concept. Je trouve ça très intéressant. On apprend énormément de choses et ça, je trouve ça génial d'avoir pu être invité dans un concept comme ça. Parce que c'est vrai que la thanatopraxie et l'histoire de la mort, ça reste quelque chose qui est quand même relativement peu traité. Ou alors de façon... Enfin, on a ce problème en histoire de la mort, c'est que souvent les livres qui sortent sont des reprises de sources, qui sont repris de sources, qui sont repris de sources, etc. Avec énormément d'erreurs au passage. Et du coup, là, c'est intéressant de pouvoir en discuter. Ouais, bah écoute, c'est aussi grâce à des gens qui, comme toi, acceptent d'intervenir qu'on arrive à la faire, cette émission. Et quelqu'un qui nous dit dans le chat qu'on a une chaîne hein, sur YouTube sur la mort qui s'appelle le Bizarreum, que vous pouvez aller checker. Voilà, il y a plein de sujets très intéressants. Pour conclure cette émission, est-ce que toi, tu aurais peut-être un mot ou un constat à faire sur la thanatopraxie aujourd'hui, peut-être une information que tu voudrais faire passer aux gens, parce que c'est vrai que la mort, ça peut être un sujet qui est toujours, enfin toujours, pas toujours justement, mais qui est peut-être angoissant, qui peut faire peur, parce que c'est la fin de quelque chose, qu'on se pose plein de questions, que ça reste une inconnue pour beaucoup de gens. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à... En fait, c'est la société actuelle. On essaie de faire peur aux gens avec tout. Vraiment avec tout. On leur dit tout le temps faites attention à ci, faites attention à ça, alors que en fait on devrait plutôt dire aux gens mais vivez pleinement. Après on verra, il est toujours temps de penser à sa mort quand ce sera le moment. L'important c'est quand même d'en bouffer, d'en croquer un maximum. Le reste c'est du détail. Mourir on mourra tous. Et finalement est-ce que ça change quelque chose? On y pensera 5 minutes avant et puis voilà. Si on a le temps, si on n'a pas le temps, on profitera des dernières 5 minutes pour faire autre chose. Mais c'est pas. Est-ce que c'est important? La thanatopraxie, c'est pas pour le mort, hein, c'est pour la famille. Donc, s'ils ont envie, ils le feront.
Mais après, moi, je dirais plutôt aux gens, arrêtez d'avoir peur de tout et vivez un peu, quoi. Si on écoute tous les trucs, on fait plus rien, on a peur en permanence, on va plus dans les autres pays, on mange plus rien, on se prive de tout et on vit plus, quoi. Enfin, c'est insupportable d'entendre toutes les 5 minutes, fais pas ci, fais pas ça. C'est, Et alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aimerait se lancer justement dans la thanatopraxie? Quel chemin cette personne peut emprunter? Ah ouais, alors ça, c'est plutôt les bonnes raisons. En fait, moi, quelqu'un qui arriverait et qui me dirait, je vais faire de la thanatopraxie depuis que j'ai l'âge de 4 ans, je lui dirais, enfin, moi, à 4 ans, je voulais être pompier, infirmière ou ce que vous voulez, mais pas thanato, quoi. Donc, du coup, c'est un peu particulier. Moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant, c'est un chemin scientifique qui m'intéresse, la thanatopraxie, moi, je dis, viens, ça m'intéresse beaucoup. Après, il y a autant de raisons que de personnes de faire de la thanatopraxie. Souvent, c'est une reconversion professionnelle. Souvent, c'est des personnes qui ont vécu des choses pas forcément faciles. Voilà, toutes les raisons sont valables. Simplement, on est obligé de faire un choix parce que c'est difficile et il n'y a pas beaucoup de place en thanatopraxie. Toutes les raisons sont valables. Après, il faut faire ça il faut être accroché à sa raison personnelle pour une raison très simple, c'est que si on n'est pas sûr de son choix en thanatopraxie, on ne dure pas. C'est un métier que vous allez faire seul face à des personnes décédées. Vous allez forcément être imprégné de la peine d'autrui. Il faut être sûr de ce qu'on fait. Sinon, vous allez partir en dépression, vous allez pas supporter, etc. C'est quelque chose où il faut vraiment être assuré d'être dans la bonne voie. Il faut aussi avoir l'envie d'apprendre, l'envie de continuer les choses, parce que tous les thanatos en apprennent chaque jour. Il n'y a pas, si vous voulez, il y a une formation de base, mais après, il y a le terrain où tout le monde en apprend. Et on apprend beaucoup avec les autres en thanatopraxie. On apprend beaucoup en discutant, en faisant énormément de choses en thanatopraxie. Voilà. Alors je leur dirais, venez me voir. J'ai 3 centres de formation. Écoutez, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, mais soyez pas assurés qu'on vous prenne. On va faire un choix. Et en fait, la sélection à l'entrée, on regardera d'abord si vous avez lu les livres de Nota Bene. On posera quelques questions pour être sûr. Écoute, merci beaucoup Nicolas de nous avoir accordé ton temps pour cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci beaucoup.